déjà dit, toute grande vérité passe par trois phases. Elle est d'abord ridiculisée, puis violemment combattue, avant d'être acceptée comme une évidence. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Précisément 20h. Salut, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X en ce vendredi 31 janvier 2020. Merci d'être là. Salut Christian. Salut Yannick. Tu t'es bien reposé. Oui, ça a bien été, mais tu sais quoi? Je suis quelqu'un qui adore le métier que je fais. Puis la semaine passée, à cette heure-ci précisément, j'ai eu une petite pensée pour toi pendant que je faisais de l'esclavagisme à la maison avec ma peinture, là. OK. Ah, je te brûlais raide. Je me suis dit, hey, à la place de peinturer, je serais avec Christian. Ça me semble que je serais bien. J'ai pensé à toi. C'était remplacé par ton collègue qui porterait également ton prénom, Yannick également. Yannick Tremblay, ben oui, Yannick notre Tremblay, oui. Oui, puis ce fut très agréable. Je pense qu'il aimait également l'expérience. On s'est très bien entendu, puis je pense qu'on a livré une bonne émission. Voilà. Ce soir, on parle de la légende du Wendigo. Le Wendigo. Et je t'explique pourquoi on parle de ça ce soir. Bon, d'abord, je dois te dire, quand j'ai écrit mon livre « Les tueurs de l'occulte », il y a une histoire que j'ai mis de côté et c'était justement l'histoire d'un crime qui avait été commis parce que le sujet se croyait possédé par un Wendigo. Et c'est l'histoire de Swift Runner, en français on le traduit par coureur rapide, et j'avais eu accès aux archives de ce procès qui sont conservées aujourd'hui au Glenbar Museum à Calgary. C'est une histoire vraiment extraordinaire qui dépasse l'entendement et dont j'aurai la chance de présenter là aux auditeurs un peu plus tard dans l'émission, donc l'histoire de ce coureur rapide qui se disait possédé par un Wendigo. Mais j'ai mis quand même cette histoire de côté au moment d'écrire l'ouvrage. Parce que, bon, évidemment, il faut faire des choix, on doit décanter des dossiers, puis cette histoire-là a été mise de côté. Et j'avais mis un peu l'histoire du Wendigo également un peu sur les tablettes, si je peux dire. Mais il y a 2 semaines à peu près, j'ai vu à la télé, on en a déjà parlé ensemble de cette émission qui s'appelle Paranormal sur le vif. Donc, c'est une émission qui est présentée sur une chaîne francophone spécialisée ici au Québec. Et c'est en fait du remontage de petites séquences vidéo qui ont été tournées à travers le monde par des amateurs, avec un téléphone portable, tout ça. Et là, donc, on nous présente ces séquences vidéo et là, on a une brochette de soi-disant experts qui interviennent puis font des commentaires. Et comme je l'ai déjà, il y a 2 semaines ensemble, j'avais critiqué cette émission-là en disant c'est les commentaires, c'est à peu près les trucs les plus nuls que tu peux entendre. C'est vraiment là, une cascade de débilité que tu peux pas définir. Wow. Et justement, dans l'une de ces émissions-là, il y a un type qui a filmé une espèce de créature. En fait, on voit pas vraiment la créature. Ça se passe, je crois, de mémoire, là, en Russie ou dans un pays des blocs de l'Est. Et le type, avec son téléphone portable, a filmé comme... On voit une espèce d'entrée d'égout ou d'un un puits ou quelque chose comme ça. Et là, on voit simplement comme des yeux qui brillent dans le fond du puits, là. Donc, ça peut être n'importe quoi, tu comprends? Ça peut être un animal, ça peut être un raton laveur, n'importe quoi. On voit que des yeux qui brillent. Et là, notre pseudo-expert à l'émission Paranormal sur le vif dit « Ah, tu ça, je sais ce que c'est. C'est pas un chupacabra, c'est pas un Bigfoot. » C'est un Wendigo. Il dit ça, les Wendigos, c'est des animaux, des créatures, des cryptides qui sont cannibales, qui peuvent t'attaquer puis te tuer. Ben oui. Écoute, aux États-Unis, là, sur la liste, là, t'as les attaques de pumas qui viennent en premier, 2, les requins, 3, les Wendigos. Tous les services de police ont des cas de gens qui ont été attaqués par des Wendigos. Ouais. Tu dis, ça a pas... Le gars, sur quelle planète qui vit? Tu sais, c'est comme... Hein? Y a-tu un cas où quelqu'un a été attaqué par un Wendigo? Ça existe pas.
Et non seulement ça n'existe pas de cette manière-là, mais le fait qu'il raconte ça, le type, le pseudo-expert, ça nous montre qu'il ne sait absolument pas de quoi il parle. Le Wendigo, c'est pas une créature qui existe en chair et en os. C'est un esprit. Tu peux pas le voir. Il peut prendre possession de toi, selon la culture, les cultures autochtones qui parlent de ces légendes-là. Mais c'est pas une créature qui vit dans le bois, là. C'est pas un Bigfoot, c'est pas, tu dis, le gars, il a rien compris. Il dit vraiment n'importe quoi. C'est du remplissage. Et ça m'a tellement choqué d'entendre ça. Ça m'a choqué, parce que je connaissais le sujet, mais ça m'a choqué au nom aussi de toute la culture autochtone. Encore une fois, qu'on transforme, qu'on épure en fait de sa véritable réalité, de sa portée, pour en faire quelque chose d'essentiellement qui cadre avec notre vision de faut faire des créatures horribles ou tu comprends le chupacabra, le Bigfoot. Là tu dis écoute, c'est pas ça du tout là, on est complètement aux côtés de la plaque. Bref, je me suis dit, il faut quand même remettre les pendules à l'heure parce que c'est vraiment un sujet, puis tu vas le découvrir, Yannick, si tu ne connais pas ce sujet-là, c'est vraiment un sujet qui est hors norme, qui est absolument extraordinaire. Et pour en parler, j'ai invité en deuxième partie d'émission une bonne amie à moi qu'on a déjà reçue à l'émission, qui est Mireille Thibault, qui a écrit un ouvrage entier essentiellement sur le Wendigo. Il faut savoir que Mireille a une triple formation à l'Université Laval, une en psychologie, une en ethnologie et une en criminologie. Et tu vas voir que le Wendigo touche à ces trois sphères d'activité. Et elle est peut-être l'une des mieux placées pour en parler parce qu'elle peut graviter dans l'une ou l'autre de ces sphères pour bien comprendre quelle est la nature de ce Wendigo. Sujet absolument fascinant et j'espère, on n'aura certainement pas la portée de, notre émission n'aura pas la portée de paranormal sur le vif, mais j'espère au moins que les auditeurs qui sont à l'écoute ce soir vont bien comprendre de quoi on parle lorsqu'il est question de cette légende du Wendigo. Mais c'est carrément dans la mythologie des Algonquiens, c'est ça? Absolument. Donc, en fait, on le retrouve dans plusieurs mythologies autochtones. Ouais. Il a plusieurs noms, le Wendigo, le Wintiko. On voit qu'on a des variantes du nom, mais on fait toujours référence à une espèce d'esprit de la forêt qui, lui, peut prendre possession de ton corps et une fois qu'il t'a possédé, là, il peut t'amener, toi, comme individu, à commettre des gestes monstrueux, mais il y a une caractéristique très particulière qu'on retrouve à peu près pas dans les autres cultures, celle de transformer le possédé en cannibale. Oh! Et ça, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'on a des gens, par exemple, qui vont dire « j'étais possédé du démon, possédé par un esprit », mais une possession qui rend le sujet cannibale, je te dirais qu'on a à peu près cette référence-là n'existe à peu près que dans cette culture, dans cette mythologie du Wendigo. C'est vraiment quelque chose qui sort un peu de l'entendement et je comprends que les anthropologues, les ethnologues qui se sont penchés sur ce phénomène du Wendigo, qu'on appelle d'ailleurs en psychologie, on appelle ça la psychose du Wendigo, et curieusement qui ne touche que des autochtones, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc on aura la chance, Yannick, d'en reparler un peu plus tard dans l'émission. Parfait. On passe maintenant aux actualités et éphémérides de la semaine en commençant avec, on parle de momie? Ben oui, je vais te parler d'une momie. Bon, je te dis tout de suite, on a un petit extrait audio. Oui. C'est pas spectaculaire sur l'audition, mais tu vas comprendre que sur le plan de la technologie, c'est quand même remarquable. Donc, je t'explique un peu, je te mets le contexte. Il s'agit d'un groupe de chercheurs, en fait, une équipe multidisciplinaire qui appartiennent à l'Université royale de Holloway, qui se trouve en banlieue de Londres, l'Université York aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Angleterre, et non pas contre justement celle des États-Unis, parce qu'il y a l'Université York à New York, mais là, je parle celle d'Angleterre, et le Leeds Museum d'Angleterre également. Donc, ce sont une équipe multidisciplinaire qui regroupe des chercheurs de ces trois centres de recherche, et ils ont travaillé sur la momie, une momie qui date d'à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on imagine, c'est à peu près grosso modo 3100 ans avant nous. Et c'est la momie d'un grand prêtre de Karnak qui aujourd'hui, Karnak c'est Thèbes, c'est l'ancienne Thèbes de l'Égypte antique, aujourd'hui c'est Luxor, et ce grand prêtre s'appelait Nessi-Amon. Et Nessi-Amon était un grand prêtre
qui, bien sûr, officiait dans un temple, et on comprend que pour lui, sa voix était très importante, puisqu'il devait chanter, psalmodier, parler donc aux gens qui étaient là, qui étaient réunis. Et les scientifiques se sont donné une espèce de défi en disant, bon, ben voilà, on a un grand prêtre pour qui la parole était très importante. C'est un grand prêtre qui est décédé sous le règne de Ramsès XI, donc, comme je l'ai mentionné, à peu près là, 1100 ans avant Jésus-Christ. Et là, les chercheurs, comme la momie était particulièrement bien conservée, ils ont procédé à des analyses de la momie et surtout à une reconstitution de la momie à partir d'une imagerie en 3D, une imagerie médicale comme celle qu'on utilise là, pour, par exemple, faire des scans du corps humain et de reconstituer l'individu. Et comme la momie était en excellent état, ils ont pu reconstituer toute sa gorge, son larynx et ses cordes vocales. Et grâce à ça, ils ont pu, à partir d'un larynx artificiel, numérisé, ils ont pu nous faire entendre une syllabe. Ce n'est qu'une seule syllabe, mais ça nous donne une idée de la voix que devait avoir ce prêtre il y a 3000 ans. Donc, encore une fois, c'est pas spectaculaire, ce n'est qu'une syllabe, mais on écoute la voix sortie d'outre-tombe de ce Nessiamon, mort il y a 3000 ans. Bon, c'est à peu près le bruit que je fais quand vendredi soir j'arrive chez nous puis je vais m'ouvrir une bière. Puis là, tu t'aperçois qu'il n'y a plus de bière. Puis là, tu dis, il n'y a plus de bière. Donc, tu vois, à l'audition, c'est pas particulièrement spectaculaire, mais on voit encore une fois l'avancement des sciences dans ce domaine-là qui sont tout à fait spectaculaires. Il faut se rappeler, Yannick, il y a un siècle à peu près, quand on parlait de nos ancêtres, on devait essentiellement s'en remettre aux travaux archéologiques ou aux travaux des anthropologues qui nous disaient, bon, ben voici les gens du Néandertal ou les gens de l'Égypte antique devaient ressembler à ceci ou à cela, et ça en fonction soit des peintures, soit des poteries, soit des découvertes archéologiques menées sur le terrain. Et puis est arrivé au milieu, au tout début, mais ça s'est surtout précisé au milieu du 20e siècle, les grandes sciences du domaine de la criminalistique, et en particulier la sculpture médico-légale. Donc à partir du crâne d'un individu, on pouvait à ce moment-là refaire un portrait robot de cet individu qu'on a d'abord appliqué pour essayer d'identifier des victimes qui avaient des étiquettes John Doe, donc des gens non identifiés. Donc à partir de ces traits-là, on pouvait à ce moment-là faire circuler des photographies et permettre peut-être à des proches de reconnaître des gens disparus. Donc ça, c'était la sculpture médico-légale qui a fait un bond énorme dans les années 50 et qui ensuite, bien sûr, a pu être appliquée à d'autres domaines de la recherche, notamment à l'histoire et l'archéologie, et qui a pu nous mettre sur des crânes datant de 3, 4, 5 siècles, voire 1000 ans, 2000 ans. On a pu reconstituer les traits de nos ancêtres. Donc, on en était là. Une reconstitution de ces crânes-là. Ajouter à cela, bien sûr, les recherches récentes dans le domaine de l'ADN qui ont permis de séquencer différentes chaînes d'ADN, nous permettent de mieux en connaître sur nos ancêtres, leur apparence, la couleur de leur peau. Et là, maintenant, on commence à développer des outils qui nous permettent d'entendre la voix que ces gens-là avaient, même si au moment où on se parle, on n'a qu'une seule syllabe, mais qui sait, dans 10, 20 ou 30 ans, on pourra peut-être articuler des mots, sinon peut-être des phrases complètes qu'aurait pu dire avec la voix de ces gens-là, sortie littéralement d'outre-tombe. C'est tout à fait extraordinaire, même si c'est vrai qu'a priori, comme ça, à l'audition, ça semble pas très extraordinaire, mais c'est vraiment un bond important qui a été fait avec cette reconstitution, d'abord par l'imagerie médicale en 3D de la momie, et ensuite pouvoir reconstituer ça de manière à en faire un modèle mécanique. Ouais, tu vois, des auditeurs qui ont écrit, il y en a qui disent, mais on dirait que c'est une femme qui parle, ça. Oui, une voix assez basse, une voix, c'est-à-dire assez aiguë, là, assez élevée, mais et un peu nasillarde. Donc, mais c'est bel et bien un homme, c'est le grand prêtre Nessiamon, qui, encore une fois, je le rappelle, est décédé sous le règne de Ramsès XI, qui lui a régné entre 1099 et 1069 avant Jésus-Christ. Prochain sujet, est-ce qu'on va finir par avoir des assureurs qui vont assurer pour les collisions dans l'espace? Ouais, ça c'est intéressant parce que en fait, le sujet lui-même est moins intéressant que
que, à mon avis, le contexte dans lequel il se produit. C'est-à-dire que mercredi, donc il y a 2 jours, deux satellites ont failli se percuter au-dessus de Pittsburgh aux États-Unis. Bon, quand je dis se percuter au-dessus, on parle quand même à 900 km d'altitude. Et ces deux satellites, en fait, il s'agit dans un premier temps, d'un télescope qui avait été mis sur orbite en 1983, et le second objet est un satellite expérimental qui, lui, avait été mis dans l'espace en 1967. Entendons-nous tout de suite également, ces 2 objets étaient depuis des années, ils étaient hors service. Donc, c'était littéralement des détritus, pas des sacs de plastique, je sais que tu aimes beaucoup le sujet, mais c'était des détritus qui flottaient comme ça dans l'espace. Et ce que ça nous amène, en fait, et ces 2 objets-là ont failli se percuter au-dessus de Pittsburgh, comme je l'ai mentionné, parce que chaque objet se déplace quand même sur une orbite à 15 km à la seconde. Tu comprends, le 15 km à la seconde, c'est vite en tabarnouche, ça. Et ces 2 objets-là sont sur des orbites opposées, c'est-à-dire que s'ils s'étaient frappés, ces objets-là se seraient percutés comme, pour utiliser une expression bien de chez nous, il aurait fait un face-à-face. Donc, une collision, là, on parle à 30 km à la seconde. C'est pas le fait que ces 2 objets-là se seraient percutés qui aurait été grave, parce que, comme je l'ai mentionné, les 2 objets n'étaient plus utilisés. C'était des corps morts, littéralement, qui flottaient dans l'espace. Mais c'est qu'en se frappant l'un contre l'autre, ils auraient produit des centaines de débris dans l'espace. Et c'est de ce contexte qui est intéressant. Tu sais, Yannick, chaque jour, tu peux, en faisant un streaming sur le site de la NASA, tu peux voir 24 heures sur 24 ce qui se passe dans la station spatiale. Ou bien tu observes les activités des astronautes dans l'ISS, ou bien s'il y a rien à voir à l'intérieur de l'ISS, la NASA te renvoie des caméras extérieures qui sont installées sur la station et qui filment en permanence la Terre. La Terre ou une photomontage de la Terre si tu crois que la Terre est plate. On s'entend bien là-dessus. Donc, tu as des vues magnifiques de la Terre. Et chaque jour, il y a des gens, des amateurs d'OVNI qui sont là devant leur écran, qui regardent ça. Et de temps à autre, c'est vrai, on voit une espèce de petit point lumineux qui traverse le ciel. Et ces objets-là font rarement des manœuvres aéronautiques spectaculaires. C'est toujours avec un petit point lumineux qui traverse l'écran. Et là, soudain, on crie immédiatement à l'OVNI. Là, on retrouve ces vidéos-là sur le web, YouTube et tout le reste. Et là, c'est toujours « Ah, un OVNI a été filmé par la station spatiale ». Et à chaque fois que je vois ça, et encore une fois, cette histoire de ces 2 satellites qui ont failli entrer en collision cette semaine nous le rappelle, je m'étonne tout le temps que ces gens-là crient à l'OVNI alors qu'on a quelque chose comme 30 millions, j'ai bien dit 30 millions de détritus qui flottent dans l'espace. Bien sûr, c'est vrai, Yannick, de ces 30 millions, la grande majorité, heureusement pour nous, ne sont que des tout petits objets qui font quelques millimètres à peine, sinon quelques centimètres. Mais on a quand même plusieurs dizaines de milliers d'objets, on parle entre 20 et 30 000 gros objets qui sont là dans l'espace. Certains sont encore utilisés, on parle de satellites de communication, télescopes et tout le reste, mais d'autres sont également des objets qu'on n'utilise plus, qui sont là, qui gravitent autour de la Terre, et ce qui fait que ces objets-là représentent de plus en plus une menace pour l'activité spatiale. On a littéralement créé une poubelle qui gravite autour de la Terre. Et je m'étonne toujours quand les gens regardent les images de l'ISS, les amateurs d'OVNI, quand ils voient un petit point lumineux qui traverse le ciel, puis bien sûr, si c'est un point lumineux qui traverse le ciel, tu comprends, sans référence, tu ne peux jamais savoir si c'est un objet, un grand objet qui est éloigné de la caméra ou un petit objet qui est près de la caméra. On sait rien que c'est un point lumineux qui traverse le ciel. Je m'étonne toujours comment ces gens-là arrivent rapidement à la conclusion que ça doit être un OVNI ou un engin extraterrestre quand on a 30 millions d'objets comme ça qui gravitent autour de la Terre. Je suis toujours un peu étonné de cette équation qu'ils font. Mais enfin, encore une fois, on le voit, ces objets qui sont dans l'espace, c'est sûr que tous les objets, comme je l'ai mentionné, ne sont pas des objets qui posent problème à l'activité spatiale, mais on a quand même quelques dizaines de milliers d'objets qui sont suffisamment gros qui pourraient endommager, par exemple, ou bien un autre satellite, ou bien la station spatiale, ou qui pourraient poser problème soit à l'envoi de vaisseaux dans l'espace ou au retour de vaisseaux dans l'espace, qui pourraient bien sûr percuter ces objets, endommager leur surface et éventuellement
produire des catastrophes, comme on se rappelle la navette, je crois que c'était Challenger qui s'était détruite en rentrant dans l'atmosphère après un séjour dans l'espace. Est-ce qu'il y aura un jour moins de fenêtres de lancement? J'imagine que c'est déjà commencé. Des fois, on peut pas l'envoyer tout simplement parce qu'il y a trop de débris. Là. Ouais, c'est bien ça que tu mentionnes ça, Yannick. Je suis content parce que c'est vrai, les gens me posent cette question-là parfois. Qu'est-ce que c'est que la fenêtre de lancement? Tu sais, on dit, bon, on doit envoyer un vaisseau spatial, puis là, on attend une fenêtre de lancement. Ben, tu fais bien de le souligner. La fenêtre de lancement, c'est selon la trajectoire que va suivre le vaisseau spatial. Il ne rencontrera pas dans son déplacement un corps important qui pourrait endommager sa structure. C'est ça, la fenêtre de lancement. Et tu as tout à fait raison. Au fur et à mesure où il y a de l'activité spatiale, et là, on nous annonce à grande pompe le retour éventuellement dans les prochaines années de l'homme sur la Lune, et pour la décennie des années 2030, on envisage envoyer des hommes sur Mars. Tu comprends que il faudra construire ces engins-là, et la construction d'un vaisseau, par exemple, pour aller sur Mars, ne se fera pas sur la Terre. Il sera construit probablement ou sur la Lune, mais plus vraisemblablement dans l'espace. Il va s'agir de modules qu'on va assembler. Donc, il faut envisager au cours des 20-30 dernières années une activité très importante dans l'espace, soit pour reprendre les vols vers la Lune, soit pour faire ces vols vers Mars. Et bien sûr, au fur et à mesure où ces débris dans l'espace sont là, ils vont poser de plus en plus de problèmes. Et il faudra éventuellement envisager un mécanisme pour pouvoir nettoyer un peu l'espace, pour pouvoir permettre une navigation spatiale plus aisée et également plus sécuritaire. Et tu comprends, en fait, il faut que les auditeurs comprennent qu'on n'avait pas prévu de parler de ce sujet-là. Donc, des fois, je pose des questions, je me dis, ouais, je vais-tu le mettre dans le trouble? Mais est-ce qu'on met de l'obsolescence programmée maintenant dans les satellites? C'est-à-dire que, bon, un satellite va durer 10 ans et après 10 ans, ben, il va commencer à amorcer sa descente pour brûler finalement puis terminer ensemble? Ce sont des concepts qui sont de plus en plus appliqués sur les nouveaux systèmes. Mais on a déjà quand même la conquête spatiale, faut le rappeler. Hein, le premier satellite artificiel a été lancé en 1957 par les Soviétiques. C'était Sputnik 1. Et là, donc, depuis, on a toutes ces débris spatiaux qui sont dans l'espace et qui vont de tout petits objets, comme je l'ai mentionné. Là, heureusement, la grande majorité sont des petits objets qui sont sans grande gravité, là, qui posent pas vraiment des problèmes. Mais ça peut aller, par exemple, d'un boulon à un gant. Bon, durant les années 60, les vols Gemini, lorsqu'il y avait des sorties dans l'espace, on ouvrait tout simplement la porte du vaisseau, hein, puis les astronautes étaient assis dans le vaisseau, on ouvrait les portes. Et là, évidemment, s'il y avait des objets non sécurisés à bord de la capsule, ben, ces objets-là se mettaient à flotter et sortaient de la capsule. Et là, il y a un gant qui flotte dans l'espace quelque part, et non, ce n'est pas celui de Michael Jackson. Mais bon, donc il y a plein de ces débris-là. Il va falloir éventuellement les récupérer parce que, ce sont des problèmes pour la navigation à venir, mais ces objets, et on l'a vu mercredi dernier, ces objets-là risquent d'entrer en collision, et s'ils entrent en collision, ben, ils vont provoquer à leur tour des milliers de débris semblables. Dans les années 90, ces deux satellites comme ça se sont percutés dans l'espace, et ils ont engendré quelque chose comme 12 000 débris spatiaux. Donc, on part de deux objets qui en ont fait 12 000. Donc, tu vois, c'est un peu cette problématique qu'il va falloir essayer de considérer à l'avenir. Est-ce que tu vas me parler en troisième sujet de l'horloge de l'apocalypse? Ouais, écoute, je t'en parle parce qu'on m'en a parlé beaucoup cette semaine. Des gens se sont posé des questions parce que c'est vrai qu'on a retiré 20 secondes à cette horloge de l'apocalypse. C'était la semaine dernière. Et là, des gens ont dit, mais c'est quoi cette horloge de l'apocalypse? Là, imaginez pas qu'il y a quelque part une grosse horloge, puis il y a des gens qui ont reculé de 20 secondes la trotteuse. Là. C'est pas ça. Là. En fait, c'est une horloge qui est essentiellement là une création intellectuelle. Ça a été créé en 1947. C'était au tout début de la guerre froide, il faut se le rappeler. On commençait à travailler d'abord, les Américains avaient l'arme atomique. On avait fait détonner la bombe d'abord dans les déserts aux États-Unis. Et ensuite, on se rappelle ces tristes événements de 2 bombes sur le Japon. Mais ensuite, donc, il va y avoir ce bras de fer entre les Soviétiques et les Américains. Et là, chacun de leur côté ont la bombe atomique. Et là, évidemment, il y a une escalade. Et c'est en raison de cette escalade qu'on va créer en 1947. En fait, ce sont des scientifiques atomistes de l'Université de Chicago qui vont imaginer une horloge qui marque le temps avant la fin
ce qui pourrait être la fin du monde, ou à tout le moins une catastrophe apocalyptique. Et c'est vrai qu'au tout début, on ne va considérer que l'avancement des sciences nucléaires et la menace d'une guerre nucléaire est totale. C'est surtout ça qui va être considéré. Et au moment où cette horloge sera constituée, en 1947, les scientifiques ont déterminé que l'heure était à 23h53. Donc, on était, selon eux, 7 minutes avant la possibilité d'un holocauste mondial. Et là, donc, depuis les années, bien sûr, cette horloge, et encore une fois, c'est une horloge qui est purement théorique, les scientifiques ont inclus à l'intérieur de leurs préoccupations d'autres éléments. Par exemple, on va inclure les problèmes de réchauffement de la planète, les problèmes écologiques, les problèmes économiques, les tensions entre différents pays, des éléments d'ordre socio-économique. Donc, il y a d'autres éléments qui vont venir se greffer à cette préoccupation première qui était, bien sûr, la menace d'une guerre atomique. Et au moment où on se parle, notre meilleur score, faut quand même le dire, le meilleur score a été en 1991, où là, cette fois, l'horloge marquait 23h43. Donc, c'était quand même pas si mal. Hein? On était quand même 13 minutes avant la fin du monde. Et cet assouplissement, si je puis dire, s'est produit parce que les présidents Bush et Gorbatchev avaient signé une entente pour la réduction des armes stratégiques. Donc, il y avait une espèce de relâche de la tension. Et à ce moment-là, les scientifiques se sont dit, on s'est éloigné d'une possible guerre totale ou une possible guerre atomique. Mais au moment où on se parle, on en est maintenant à 100 secondes avant l'heure fatidique. Donc là, on n'est même plus à minuit 2, là. On est à minuit moins 1 et 40 secondes, là. On est à 100 secondes. Et on a décidé de reculer, en fait, de retirer. Avant, on était là en 2018-2019, on était à minuit moins 2. Là, maintenant, on est à minuit moins 1 et 40 secondes. Et pourquoi ce recul, ce retrait de 20 secondes? Ben, parce que on a simplement regardé l'actualité, hein. Au-delà de ce virus chinois dont tous les médias parlent. Il y a bien sûr, ça nous fait un peu oublier qu'il y a des tensions entre les autorités américaines, l'Iran. On se rappelle cet avion qui a été abattu au-dessus de l'Iran il y a 3 semaines maintenant. Donc tout ça crée des tensions et en raison de ces tensions, les scientifiques se disent qu'on est plus près que jamais. En fait, depuis la création de cette horloge en 1947, on n'a jamais été aussi près d'un holocauste mondial qu'on l'est au moment où on se parle. Mais je regarde la grosseur des aiguilles, ça me fait penser un peu aux aiguilles de mon camion, ce qui fait en sorte que même quand il y a presque plus d'essence, il en reste encore. Fait qu'il y a espoir. Ah oui, il y a toujours espoir, mais ça te fait penser qu'à un moment donné, il faudra bien que les politiciens, ouais, les hommes d'État commencent à écouter les scientifiques. Et c'est ça, malheureusement, l'une des grandes problématiques, c'est que les scientifiques ont souvent l'impression de prêcher dans le désert parce que souvent, leurs préoccupations, qui pourtant devraient être les préoccupations de tout un chacun, leurs préoccupations passent souvent au deuxième rang en raison de soucis économiques. On veut faire du fric, donc tant pis pour les belles décisions ou les belles politiques environnementales. On commence d'abord par favoriser l'exploitation d'industries minières ou d'industries pétrolifères ou peu importe, mais tout ça nous fait à long terme plus de mal que de bien. Radio X Files avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. J'attends ton histoire d'amour, cher Christian. J'attends ton histoire d'amour. Ça va te valoir un certificat cadeau de 100 $. Je vais t'envoyer ça à un moment donné, une histoire scabreuse. Ouais, cette voix-là m'inquiète un peu. Je te demande une histoire d'amour et tu me dis une histoire scabreuse. Ouais. Parfois, ça se rejoint. Ouais. Bon. Ouais. Terrain glissant. Hein? Ouais, c'est ça. Tu sais comment on reconnaît un vrai ami? Non. C'est quand tu l'appelles puis tu lui dis de venir te rejoindre avec une pelle puis il pose pas de questions à 3 heures du matin. Ouais.
Effectivement. L'étrange histoire de Swift Runner. Oui, donc on aborde notre droit maintenant sur cette histoire du Wendigo. Et pour bien placer le contexte avant cette entrevue avec Mireille Thibault, je me suis dit, je vais présenter aux auditeurs une histoire de Wendigo. Et pas la moindre, l'une des histoires les plus troublantes jamais répertoriées dans l'histoire criminelle du Canada. Et elle concerne donc un autochtone. Il appartient à la tribu, à la communauté des Cris. Il s'appelle, de son nom de tribu, c'est Kakisikuchin. Mais on le connaît par son nom en anglais, qui est Swift Runner, qu'on a traduit en français par coureur rapide. Donc, pour te mettre dans le contexte, Yannick, je te ramène en 1878. À ce moment-là, donc, ce Kakisikuchin, Swift Runner, mais pour le besoin de notre conversation qu'on va appeler coureur rapide, c'est un homme à peu près sans histoire. Bon, mais évidemment, il y a toujours quelques petits écueils quelque part. Il a été à un moment donné chassé de sa communauté parce qu'il s'était bagarré. Là où il va souvent, donc il fait affaire, par exemple, avec la compagnie de la baie d'Hudson de temps en autre, parce qu'il faut savoir qu'il vit de chasse et de pêche. C'est un trappeur. Il a fait quelques petits échanges, quelques commerces un peu avec la baie d'Hudson. Il a été à un moment donné, soit qu'il passe par Fort Saskatchewan, qui est en Alberta, qui est au nord-est d'Edmonton, ou bien par Saint Albert, et on va en parler beaucoup de Saint Albert parce ça va être un peu le foyer des événements dont on parle. Saint Albert, c'est aussi en banlieue d'Edmonton, ça se trouve du côté ouest. Donc, c'est un individu qui est à peu près sans histoire. Bon, il y a quelques petites tâches à son dossier, mais rien de majeur. Et de la façon dont l'histoire va se dérouler, d'abord aussi, je dois dire que ce coureur rapide, c'est un solide gaillard, hein. On le décrit comme un homme de 1m90, 1m95, là. On est dans le 6 pieds, 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5, là. On est dans ces eaux-là. C'est un individu, là, très costaud. Et c'est un individu dont on ne connaît pas la date de naissance. Donc, on sait qu'au moment des événements dont on se parle ce soir, c'est un homme qui est âgé entre 50 et 60 ans. Mais malgré cet âge, crois-moi, il n'y a rien J'ai mis une photographie, d'ailleurs, j'ai fait un petit montage vidéo, on le voit sur la vidéo. C'est un solide bonhomme et il fait pas son âge. Hein. C'est un homme qui est dans la force de l'âge, même si on sait qu'il est âgé entre 50 et 60 ans. Donc, la façon dont la vie de ce coureur rapide s'articule, il faut savoir que depuis quelques années, il a toujours à peu près le même agenda. Donc, aux alentours du mois d'avril, il revient, en fait, entre le mois d'avril et le mois de novembre, il habite en banlieue de Saint Albert. Donc, à Saint Albert, comme je l'ai mentionné, c'est aujourd'hui une banlieue d'Edmonton. Et à ce moment-là, c'est une espèce de petite communauté, un poste commercial qui est contrôlé par une communauté de frères Oblats. Donc, lui s'installe là, donc, durant, si je puis dire, l'été. Il vit, comme je l'ai mentionné, de chasse, de pêche. Il fait commerce avec les gens locaux et il lui arrive de temps à autre de faire des petits boulots pour la communauté. Il a une famille, hein, il est marié, il a une femme et il a 6 enfants. Et quand arrivent les premiers froids de l'hiver, là, donc on est septembre, octobre, novembre, à ce moment-là, il décide, lui et sa famille, et parfois d'autres membres de sa famille, de remonter un peu plus au nord et il va près d'une rivière qui s'appelle la rivière des Esturgeons. Et là, il s'est installé un camp d'hiver et il s'installe là pour toute la période d'hiver où il va travailler justement à faire la traque des animaux, à chasser, pour éventuellement, bien sûr, pouvoir faire commerce avec les différentes compagnies, dont notamment la compagnie de la baie d'Hudson. Il fait ça à peu près chaque année, c'est toujours un peu le même rythme. Donc, notre histoire, en fait, débute à ce fameux hiver de 1878. Hein? Donc, à ce moment-là, il décide de remonter, de s'en aller en forêt où il va aller s'installer pour l'hiver avec les membres de sa famille. Donc, il y a sa femme avec lui, ses 6 enfants. Et pour cette période, cet hiver qui va faire le chemin entre 1878 et 1879, il décide il invite avec lui sa mère et son frère. Donc, on a un groupe de 10 personnes qui remontent comme ça vers le nord pour aller rejoindre le camp de coureurs rapides qui est installé près de la rivière des Esturgeons. Quand je dis un camp, entendons-nous, c'est un gros tipi qui est fait avec de la peau de bison
Et tous les gens, donc toute cette petite communauté va vivre sous cette tente là, durant les mois d'hiver. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais en mars 1879, Coureur Rapide revient à Saint-Albert. Il est seul, donc il rejoint la communauté, et là, bien sûr, quand on le voit revenir seul, les pères Oblats se questionnent, mais où est passée sa femme, où sont ses enfants, sa mère, son frère? Ils étaient partis à 10 et il revient seul. Et là, ce Coureur Rapide va livrer une histoire assez incroyable. Donc, il commence par dire que lorsqu'il est arrivé au campement, ils se sont installés, et là, bien sûr, il espérait chasser, trapper des bêtes. Malheureusement, le gibier était absent sur les terres et très rapidement, ces gens-là ont commencé à avoir des problèmes à se nourrir. Et là, éventuellement, il dit, dans un premier temps, on a commencé par manger des petits animaux, des écureuils, des lapins, des trucs comme ça, mais la nourriture a fini par manquer. Là, il raconte qu'ils ont littéralement retiré les peaux de bison qui étaient sur le tipi, ils les ont coupés en lanières, les auraient fait bouillir pour manger le cuir, mais malgré tout ça, ils étaient terrassés par la faim, et éventuellement, il dit, mon frère et ma mère ont décidé de quitter le campement pour tenter leur chance ailleurs, parce que le gibier avait littéralement déserté les terres. Et là, il dit, mon frère et ma mère ne sont pas revenus. Et là, éventuellement, on est resté dans ce campement plus ou moins reconstruit à partir de branches d'arbres, tout ça, parce qu'il faut se rappeler que selon son récit, il a coupé la peau les peaux de bison qui servaient à recouvrir le tipi. Donc là, il dit, on s'est fait à nouveau des abris de fortune. Je me retrouve là avec ma femme et mes 6 enfants. Et là, voilà que un à un, tous les enfants se mettent à mourir de faim. Et là, ben évidemment, on essaie de pallier à ça. Moi, je pars chaque jour, je passe des heures éloignées du campement, essayer de trouver du gibier que je ne trouve pas. Et pendant ce temps-là, lorsque je reviens au camp, ben malheureusement, les enfants sont toujours de plus en plus malades, de plus en plus victimes de cette malnutrition. Et finalement, tous les enfants vont finir par mourir. Et d'ajouter Coureur Rapide, il dit en tout dernier, lorsque tous les enfants ont été morts, ben ma femme a pris ma carabine, puis elle s'est tirée une balle dans la tête. Et là, donc, il se retrouve seul. Évidemment, c'est une histoire tout à fait épouvantable qu'il raconte comme ça au père Oblat. Et bien sûr, il suscite une certaine compassion. Donc, les pères Oblats décident de l'accueillir dans leurs installations. Ils lui offrent le gîte, ils lui offrent la nourriture également. Donc, Coureur Rapide s'installe parmi eux. Il n'y a rien à ce moment-là dans ses comportements qui laisse présager quoi que ce soit, si ce n'est que la nuit lui arrive parfois de se réveiller, victime de cauchemars. Il hurle parfois des mots dans son langage natal que les pères Oblats comprennent pas trop. Mais en dehors de ça, puis on comprend si sa femme s'est suicidée, ses enfants sont morts de malnutrition, sa mère, son frère ont disparu dans les champs glacés, dans les forêts glacées. On comprend que l'homme soit victime de temps à autre de cauchemars. Mais en dehors de ça, tout dans le comportement de Coureur Rapide semble tout à fait normal. Et là, voilà que d'autres chasseurs, d'autres autochtones qui à peu près partageaient les mêmes terres que là où s'était installé pour l'hiver Coureur Rapide, voilà que ces chasseurs passent par Saint-Albert. Et eux tiennent un tout autre discours. Eux, lorsqu'ils parlent avec les pères Oblats, ils soulignent que le gibier était très abondant, qu'ils ont fait des affaires d'or. Ils reviennent chargés avec des pots. Ils ont l'intention de gagner Fort Saskatchewan, où se trouve justement le comptoir de la baie d'Hudson. En fait, pour eux, l'affaire se passe plutôt bien. C'est un discours qui tranche curieusement sur le récit qu'a fait Coureur Rapide. Et là, peu à peu, le doute commence à s'installer.
Mais encore une fois, rien dans le comportement de Coureur rapide ne laisse supposer qu'il cache un terrible secret. Il fait des petits boulots pour la communauté. Les enfants l'aiment beaucoup. Ils le rejoignent et ils parlent avec lui. Et là, lui, Coureur rapide, leur raconte toutes sortes d'anecdotes, des histoires de chasse tout à fait extraordinaires. Il fait un peu l'admiration des jeunes de Saint-Albert. Et là, à un moment donné, les jeunes vont confier au père Oblat qu'ils ont l'intention de partir à la chasse pendant quelques jours, de former un petit groupe de gens, et ils vont accompagner, quand je dis un groupe de gens, on comprend, c'est un groupe d'adolescents, là, qui vont accompagner Coureur rapide en forêt, et lui s'engage à lui montrer à faire des collets, comment traquer des animaux. Tout ça semble tout à fait captivant. Mais il y a quelque chose d'inquiétant dans cette histoire-là. Amener les enfants comme ça en forêt, Coureur rapide ne semble pas, un coup son histoire racontée, il semble avoir fait un deuil assez rapidement, à la fois du départ de son épouse et de ses enfants. Le discours des autres autochtones qui reviennent de la forêt, qui racontent avoir eu du gibier en abondance, il y a quelque chose d'agaçant un peu dans tous ces récits-là. Tant et si bien qu'à un moment donné, l'un des prêtres décide de se rendre... d'abord, le prêtre réussit à convaincre les enfants de remettre à plus tard leur fameux projet d'aller en forêt avec Coureur rapide. Et l'un de ses pères, le père Camus, décide de se rendre, lui, à Fort Saskatchewan pour confier un peu ses inquiétudes au bureau de la Gendarmerie royale du Canada, qui ont un poste à Fort Saskatchewan. Donc, le père Camus se rend là, et là, tu comprends, il hésite un peu, il veut pas porter d'accusation, il y a absolument aucune preuve, mais il décide quand même de se confier aux agents de la GRC, et là, il dit, voilà, il y a Coureur rapide qui est chez nous depuis quelques semaines, parce que là, on est déjà rendu là, pratiquement en été, on est à la fin du mois de mai, il dit, voilà, Coureur rapide est arrivé chez nous en mars, il nous a raconté cette histoire tout à fait épouvantable. Ses enfants sont morts de faim, sa femme s'est suicidée, sa mère et son frère se sont éloignés en forêt, il les a jamais revus, mais en même temps, il y a des choses qui nous inquiètent. Et à ce moment-là, les agents de la GRC vont confier au père Camus qu'il n'est pas lui le seul à avoir des doutes sur l'histoire de Coureur rapide. Les agents de la GRC lui confient que d'autres autochtones qui sont revenus également d'activités de chasse en forêt ont laissé sous-entendre qu'un drame épouvantable se serait peut-être joué au camp de Coureur rapide. Et on n'ose pas le dire, mais il y a quelque chose de tout à fait épouvantable. Bon, ils vont jusqu'à dire que Coureur rapide aurait peut-être même tué sa famille. Alors là, tu comprends, l'histoire prend une autre tournure, tant et si bien que le père Camus décide de revenir à Saint-Albert. Il revient, il est accompagné des agents de la GRC, qui décide à ce moment-là de questionner Coureur rapide. Donc, on discute avec lui, on lui demande de raconter à nouveau son histoire. Coureur rapide semble hésitant sur certains points, il revient sur des détails, il change un peu le courant de l'histoire. Les policiers sont pas convaincus de son récit. Le 4 juin 1879, les policiers exigent de Coureur rapide qu'il l'accompagne sur le site de son camp d'hiver. Ils veulent eux-mêmes s'assurer des événements que lui raconte qui se sont passés. Alors, au début, bien sûr, il refuse, mais comme il n'a pas le choix parce qu'on décide que s'il ne le fait pas, il va être aux arrêts. Alors finalement, il décide d'accompagner les policiers de la GRC sur place. Et à ce moment-là, donc durant le trajet, parce qu'on parle quand même de quelque chose comme 200 kilomètres qui sépare le camp d'hiver de Coureur rapide de Saint-Albert. Et durant ce trajet, à 2 reprises, Coureur rapide va tenter de s'échapper. Donc, mais on va réussir à le reprendre et on décide, on le met sous bonne garde et on continue de marcher en direction du campement. Il se montre excessivement nerveux, il est agressif, mais néanmoins, il conduit les policiers à l'endroit où se trouvait son campement d'hiver. Et lorsque les policiers arrivent sur place, ils sont très étonnés. D'abord, le tipi n'a pas été mis à terre comme lui, Coureur rapide l'a raconté. Et là, en fouillant les alentours, ils vont trouver
minimalement 8 corps. Donc, on trouve des ossements et parmi ces ossements, on retrouve 8 crânes. Et donc, évidemment, il y a des crânes là-dedans qui sont clairement des crânes d'enfants. Il y a 2 crânes d'adultes. Donc, visiblement, et on retrouve parmi ces débris-là non seulement des os, les crânes, on retrouve des os humains également. Il y a des os qui sont brisés. On trouve des fragments de peau, des touffes de cuir chevelu. Alors là, évidemment, on se dit qu'un drame s'est joué. Et en fouillant les alentours également, on va retrouver quelques objets qui ont appartenu à ces gens décédés. Là, évidemment, placé un peu devant le fait, Coureur rapide dit tout de suite « Ah, mais ce sont des animaux prédateurs qui ont fait ça. » Parce que là, il raconte que comme ces décès se sont produits en hiver, le sol était gelé, il a été incapable de creuser des tombes pour les enterrer, donc il a dû laisser les corps à l'extérieur. Et là, puisque l'été est arrivé, il dit « Vous comprendrez que les animaux charognards, les loups, les renards, peu importe, sont venus, les oiseaux charognards, les busards, se sont attaqués aux cadavres et ce sont eux qui ont dispersé les ossements de cette manière-là. » Mais les policiers sont loin d'être convaincus de ça. Quand on regarde ces corps-là, on ne voit pas de marques. Si on regarde les os, tout ça, il n'y a pas de marques de prédation. On ne voit pas non plus d'empreintes d'animaux autour qui auraient laissé, par exemple, des excréments ou des trucs comme ça, qui auraient pu laisser croire, par exemple, qu'une meute de loups aurait occupé le territoire ou aurait occupé ces lieux pendant un certain temps. Et, plus dramatique, on va trouver une bouilloire à l'intérieur de laquelle les parois intérieures sont recouvertes de graisse humaine. Là, il ne fait aucun doute que la bouilloire a été utilisée pour faire bouillir de la chair humaine. Et placé devant le fait, Coureur rapide avoue qu'il s'est adonné à des actes de cannibalisme. Donc, on la ramène à Fort Saskatchewan où il va être détenu, formellement accusé de meurtre. Mais à ce moment-là, il refuse de raconter exactement ce qui s'est passé. Il reconnaît qu'il a assassiné, il dit d'abord, il y a 2 de mes enfants qui sont morts effectivement par manque de nourriture. Il dit, j'ai assassiné les 4 autres, j'ai assassiné ma femme. Il donne pas beaucoup de détails. Il avoue que à cause justement des problèmes d'alimentation, il a dû s'adonner à du cannibalisme et il continue de maintenir que son frère et sa mère ont quitté le campement et ne sont pas revenus. Mais s'ils ne sont pas revenus, comment t'expliques qu'on ait retrouvé 8 corps? Si son frère et sa mère étaient partis, il ne restait donc plus au campement que 8 personnes. Et si Coureur rapide est toujours vivant, il ne peut y avoir sur place que 7 corps. Et pourtant, on a trouvé 8 corps. Coureur rapide va continuer de maintenir qu'il n'a rien à voir. Il ne sait pas d'où vient cet autre corps. Ce n'est pas lui. Il continue de maintenir qu'il n'a rien à voir. Si son frère et sa mère ne sont pas là, il continue de maintenir que c'est parce qu'ils ont quitté le camp et ne sont pas revenus. Et il ne donne pas plus de détails que ça. Éventuellement, il est formellement accusé de meurtre. Il est accusé du meurtre de 6 personnes, en fait, sur la foi de ses aveux, donc de ses enfants, 5 de ses enfants et de sa femme. Et là, son procès s'ouvre le 8 août 1879. Et lui, il se justifie en disant que ces crimes ont été commis certes par lui, mais il était possédé par un Wendigo. Et là, c'est là qu'intervient tout cet aspect de la culture crée, l'aspect du Wendigo. Le Wendigo, c'est un esprit qui hante la forêt et qui va s'attaquer à des gens solitaires qui sont isolés. Ils prennent possession de ton corps et te guident ou t'entraînent à commettre des actes irréparables. Et parmi ces actes, il y a celui de se livrer à du cannibalisme. Éventuellement, évidemment, tu comprendras que le juge n'est pas très très chaud à la version de Coureur rapide et son histoire de Wendigo. Ça ne fait pas partie de la culture occidentale et éventuellement, il n'y a pas d'excuses qui sont perçues et Coureur rapide est condamné à être pendu à Fort Saskatchewan. Durant le temps où il est détenu, donc après son procès, alors qu'il est détenu en attente de son exécution, il est parfois visité par le père Kimus, père Oblot, qui a un peu déclenché toute l'enquête sur Coureur rapide. Donc, il vient le voir, il discute avec lui et il lui demande de repenser à ses gestes. Et éventuellement,
coureur rapide va livrer une description détaillée de ce qui s'est passé cet hiver-là dans son campement d'hiver. Il va livrer les détails au père Kémus, qui va en faire un récit, qu'il va écrire un récit et qui sera gardé dans les archives des Pères Oblats. Et je te laisse écouter le récit de coureur rapide dans ses propres mots. Voici ce qu'il a raconté au père Kémus. Nous avions construit notre tipi dans les bois. Au commencement de l'hiver, tout allait pour le mieux. Le gibier était abondant. J'ai tué de nombreux orignaux et 5 ou 6 ours. Mais, vers la mi-février, j'ai commencé à me sentir malade. Pour comble de malheur, le gibier s'est raréfié et ma famille n'a plus rien capturé. On a dû bientôt tuer nos chiens pour survivre pendant que je retrouvais quelques forces. Au bout d'un certain temps, j'ai pu me rendre jusqu'au poste de la compagnie de la baie d'Hudson sur la rivière Athabasca pour me procurer quelques vivres à crédit. Je suis retourné ensuite à notre campement, mais les provisions n'ont pas duré longtemps. Très vite, on a commencé à ressentir, tous les 10, la morsure de la faim. Finalement, mon frère et ma mère ont décidé d'aller tenter leur chance ailleurs. Je suis donc demeuré sur place avec ma femme et mes enfants. La famine s'est aggravée. Nous sommes restés plusieurs jours sans rien nous mettre sous la dent. J'ai alors conseillé à ma femme de partir avec les enfants sur les traces de mon frère et de ma mère encore visibles dans la neige, dans l'espoir de trouver du gibier. Ma femme est donc partie avec 5 enfants, me laissant un garçon de 10 ans. J'espérais m'en tirer mieux tout seul. Un matin, je me suis levé tôt. Mon fils dormait encore auprès des cendres du feu. Soudain, une abominable pensée m'a traversé l'esprit. Poussé par Wendigo, je me suis emparé de ma carabine et j'ai tiré sur mon fils. La balle est entrée par le sommet du crâne. Comme il respirait encore, j'ai commencé à pleurer. Mais à quoi bon? J'ai saisi mon couteau et je l'ai plongé par 2 fois dans son flanc. Hélas, il s'obstinait à respirer. J'ai pris alors un bâton et j'ai commencé à frapper mon garçon jusqu'à ce qu'il soit complètement mort. Après cela, j'ai assouvi ma faim en mangeant sa chair. J'ai vécu ainsi durant quelques jours, extrayant même la moelle de ses os. Puis pendant quelque temps, j'ai erré à travers les bois. Malheureusement, j'ai rencontré ma femme et mes enfants. Je leur ai dit que mon fils était mort de faim, mais j'ai remarqué aussitôt qu'ils se doutaient de la terrible réalité. Ils m'ont annoncé qu'ils n'avaient pas rencontré ma mère ni mon frère. Ils étaient sans doute morts de faim, autrement ils les auraient trouvés. 3 jours après cette rencontre, mon fils aîné est mort lui aussi. On a creusé une tombe avec une hache et on l'a enseveli. Au bout de quelque temps, j'ai réalisé que j'effrayais ma femme et mes enfants. Ils avaient peur de subir le même sort. Un jour, elle m'a annoncé qu'elle voulait me quitter avec les petits pour rentrer à Saint-Albert. Le matin suivant, je me suis réveillé tôt. Je ne sais pourquoi, mais j'étais furieux. J'avais l'impression que tous les esprits mauvais avaient pris possession de mon cœur. Ma femme et mes enfants dormaient tout autour de moi. Poussé par cet esprit mauvais, j'ai pris ma carabine et, plaçant le canon contre elle, je l'ai tuée. Puis je me suis emparé de ma hachette et j'ai massacré les 3 petites filles. Il ne restait de vivant qu'un seul de mes garçons, âgé de 7 ans. Je l'ai réveillé et je lui ai ordonné de faire fondre de la neige pour avoir de l'eau. Le pauvre enfant était trop affaibli par son long jeûne pour réagir à l'horrible spectacle qui se présentait sous ses yeux. J'ai pris les corps de mes petites filles et je les ai coupés en morceaux. J'ai fait de même avec celui de ma femme. J'ai brisé les crânes afin de manger les cerveaux et j'ai cassé les os pour en extraire la moelle. Mon fils et moi-même avons vécu 7 ou 8 jours sur leur viande. J'ai mangé celle de ma femme et de mes enfants, et mon fils celle de sa mère et de ses sœurs. Finalement, j'ai laissé là tous les ossements et je me suis mis en marche avec le dernier de la famille. La neige commençait à fondre, le printemps arrivait,
Les canards revenaient et volaient chaque jour plus nombreux autour de nous. Je pouvais enfin survivre, mais je ne voulais plus revoir les gens. J'ai dit alors à mon fils que nous allions bientôt rencontrer du monde, qu'il se rendrait vite compte que j'étais un assassin et qu'il me ferait certainement mourir. Je lui ai dit qu'il n'avait rien à craindre. Dis tout ce que tu sais, personne ne te fera de mal. Un jour, j'avais tué de nombreux canards. J'étais à quelques kilomètres du lac aux œufs où j'avais quelques parents. J'étais assis devant le feu. Soudain, j'ai dit à mon fils d'aller chercher quelque chose à 5 ou 6 mètres de là. À ce moment, l'esprit du mal a pris soudainement possession de mon âme. Dans le but de vivre plus longtemps loin des gens et de supprimer le seul témoin de mes crimes, j'ai pris ma carabine et j'ai tué mon dernier enfant. Puis je l'ai mangé comme je l'avais fait avec les autres. Quelques semaines après, j'étais pris par la police à Saint-Albert, condamné à mort, et dans 3 jours, je vais être pendu. Je me nomme Kakasi Kuchin, mais les gens me connaissent plutôt sous le nom de coureur rapide. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre de l'an de grâce 1879. Éventuellement, coureur rapide a été pendu le 20 décembre 1879. Et c'est comme ça qu'on a tiré le rideau sur l'une des plus étranges histoires de crimes jamais rapportées dans l'histoire du Canada. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 21h07, on vous invite à nous joindre sur la page Facebook où on met tous les podcasts de l'émission. Donc Facebook, vous tapez Radio X-Files et vous likez la page. Et vous allez voir dans les prochaines heures, les podcasts de l'émission vont être mis. Ce soir, mon cher Christian, on parle de la légende du Wendigo. Voilà, et juste avant la pause, on a raconté l'histoire, peut-être l'une des histoires les plus connues de Wendigo au Canada, donc l'histoire des crimes commis par coureurs rapides. Et je suis content d'en avoir parlé parce que tu vas voir dans l'entrevue qui suit avec Mireille Thibault, on fait souvent référence à cette histoire qui est devenue un peu comme une référence générale. Dès qu'on parle du Wendigo, c'est bien souvent à coureurs rapides qu'on fait référence parce que c'est un cas qui est bien documenté parce que l'on a eu un procès. Ce n'est pas qu'une tradition orale des histoires que l'on raconte, mais il y a eu un procès, il y a eu des dépositions et surtout les aveux de coureurs rapides qu'on a fait entendre aux gens juste avant la pause. Alors sans plus tarder, voici une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques jours avec mon ami Mireille Thibault qui, je le rappelle, a une formation en psychologie, en criminologie, en ethnologie et 3 sphères d'activité qui sont particulièrement utiles pour bien comprendre le phénomène du Wendigo. Donc voici Mireille Thibault. Mireille Thibault, bienvenue encore une fois à l'émission des Radio X-Files. Tout de suite, avant de s'engager davantage dans cette discussion, disons qu'on se connaît depuis une vingtaine d'années maintenant, donc nous allons nous tutoyer pour rendre cette conversation un peu plus conviviale. Et aujourd'hui, Mireille, tu as une formation en psychologie, en criminologie, en ethnologie, donc 3 formations qui ne sont pas de trop pour aborder notre sujet d'aujourd'hui, qui est le Wendigo. C'est un sujet excessivement complexe et qui nous interpelle sur plusieurs sphères intellectuelles et on va essayer de décanter en fait, comme le titre de ton livre le dit, la légende du Wendigo, de la légende à la réalité. Donc on va essayer de décanter un peu ce personnage du Wendigo. Moi, je dois t'avouer que j'ai entre les mains un mémoire que tu as déposé à l'Université Laval dans ta maîtrise en ethnologie en 2011 et il a été pour moi, une plateforme à partir de laquelle j'ai pu me familiariser avec cette légende du Wendigo que j'avais, disons, approché lors de tournages un peu partout à travers le Canada auprès de communautés autochtones, mais pas de manière ethnologique comme toi tu l'as fait. Alors, d'où l'intérêt de cette conversation aujourd'hui. D'abord, pour le bénéfice des auditeurs, qu'est-ce que le Wendigo? Bon, le Wendigo est un personnage de légende amérindienne, autant d'Amérique du Nord que du nord des États-Unis, si on veut, donc de plusieurs communautés. Souvent les Cris, les Sauteux et tout le reste, différentes sortes de communautés, et surtout chez les nomades. Donc, ceux qui quittaient leur campement d'été pour aller s'isoler un petit peu plus pendant l'hiver. Ces communautés-là, entre autres, parlaient du Wendigo. Et on peut voir 2 aspects.
Il y a d'abord le géant au cœur de glace, là, qui est vraiment une créature mythique là, qui se promène dans le bois et qui mange les Amérindiens, qu'on entend crier au loin et tout ça. Et il y a l'aspect beaucoup plus intéressant qui est la possession par le Wendigo. L'esprit du Wendigo qui s'empare d'un chasseur isolé. Il lui murmure à l'oreille, il lui rappelle des souvenirs qu'il veut pas, qu'il voudrait oublier. Là. Autrement dit, il le rend fou petit à petit. Et ce qui le rend meurtrier et cannibale. Ouais, on va revenir avec cet aspect l'aspect criminel du Wendigo parce que il est l'un de mes sujets de fascination. Tu le comprendras quand j'ai écrit mon livre Les tueurs de l'occulte. J'avais fait une recherche. J'avais obtenu des documents d'archives qui sont conservés en Alberta sur l'histoire de Swift Runner, hein, le coureur rapide, qui est une histoire très connue dans ce domaine-là et qui fait référence justement à cette possession par le Wendigo. Mais on va y revenir un peu plus tard, si tu le veux bien. Donc, on comprend bien, on a une créature mythique et il y a cette créature est capable de prendre possession de la pensée, de l'âme d'individus et de les contrôler. Donc, on retrouve cet élément-là. Est-ce que je me trompe en disant qu'on peut facilement faire un parallèle entre l'idée du Wendigo et de la possession du Wendigo, par le Wendigo, devrais-je dire, et le parallèle sur les possessions diaboliques qu'on retrouve dans l'Église catholique? Il y a effectivement, tu vois, j'ai écrit un autre livre là-dessus, la possession, d'ailleurs, soit dit en passant. Et effectivement, au départ, on a les mêmes symptômes. Effectivement, là, c'est comme une espèce. Quoique la possession diabolique comme telle, souvent l'individu a fait quelque chose. Tu sais, il a fait un pacte avec le diable, il a appelé les démons, il a fait un peu de sorcellerie. Il y a quelque chose qui fait que tu l'as mérité, mon Moses, là. Alors que le Wendigo, lui, il n'y a rien. Là. Ça arrive d'un coup, l'individu, on n'a jamais rien dans son passé. On n'a pas non plus de passé psychiatrique ou psychologique. Là. Je trouve dans un cas, dans tous ceux que j'ai compilés, là, un jeune qui, bon, lui, est inquiétant depuis son adolescence. Mais en général, ce sont des gens tout à fait ordinaires, puis tout d'un coup, ça commence à mal aller leur affaire et tout ça. Alors que, comme je te disais, la possession démoniaque, souvent, on prête à l'individu quelque chose qu'il a fait qui aurait pas dû. Ou bien c'est quelqu'un de méchant, là, tu sais, bref, il y a toujours un passé relié à ça. Et c'est ça, l'aspect qui est si intriguant avec le Wendigo amérindien, dans le fond, c'est pas tant la possession. Parce qu'il existe ce qu'on appelle le culture Brown syndrome, qui sont des comportements reliés à des cultures X. Souvent, ça peut être des cas de rage, ça peut être des espèces de cas de poursuite par des fantômes, en tout cas de différentes choses. C'est le cannibalisme qui marche pas, là. C'est cette pulsion-là au cannibalisme qui est vraiment particulier au Wendigo amérindien. Parce que le reste pourrait, comme tu le dis, correspondre à une possession relativement ordinaire. Là, ouais. On s'entend, là. Mais c'est surtout ça, cette pulsion-là, qui d'ailleurs rendait les communautés très, très, très stressées par cet état-là et qui menait souvent au meurtre de l'individu soupçonné de devenir Wendigo. Ouais. On comprend que si on exclut l'aspect du cannibalisme qui est très, très particulier, on retrouve pas ça nécessairement dans la possession diabolique, mais bon, on le comprend, c'est une particularité. Est-ce qu'on retrouve cette même particularité du cannibalisme? Tu as mentionné que c'est la légende du Wendigo, elle est répandue dans des communautés autochtones, autant dans le nord des États-Unis que, bon, ici dans l'est du Canada. Les Inuits aussi. Les Inuits. Est-ce qu'on retrouve cet aspect-là du cannibalisme dans les autres cultures autochtones, même si la créature n'a pas le nom de Wendigo? Là, je pense, par exemple, on lui donne d'autres noms, le Skinwalker, par exemple, dans le nord des États-Unis. Non, le Skinwalker, excuse-moi, serait plutôt associé à la légende du loup-garou, si tu veux, là. Okay. Le Skinwalker, c'est pas exactement la même chose, là. C'est le Wendigo, il est à part, là. Okay. C'est vraiment quelque chose de très, très, très particulier. Il peut avoir différents noms, Wendigo, Cocoché. Ici au Québec, dans le nord du Québec, on parlait du Cocoché, entre autres. Mais c'est pas... j'ai pas réussi, moi, à le relier vraiment à d'autres communautés. Ce qui fait que... ce qui est le fun, c'est que justement, ça fait que tu as des communautés très précises pour étudier les conditions qui peuvent mener au Wendigo. Alors, quand tu as différentes communautés qui expriment le même genre de syndrome, là, c'est un petit peu plus compliqué de trouver ce qu'ils ont en commun, là. Mais moi, je ne mettrais pas le Skinwalker, en tout cas, en étant en parallèle tant que ça avec le Wendigo, pas plus que le loup-garou, si tu veux. Ouais. Et si on parle alors à ce moment-là du Wendigo, peu importe là, l'appellation Wendigo, Windigo, Wintico. Oui, Wintigo. Oui. Est-ce qu'on retrouve cet aspect du cannibalisme dans toutes ces cultures? Quand il est question du Wendigo comme tel ou Cocoché, vraiment dans les genres de communautés qui ont ça en commun, oui, c'est le cannibalisme et c'est
la finalité de quelqu'un possédé par le Wendigo, automatiquement. C'est pour ça que souvent, il était exécuté dès qu'on voyait qu'il y avait une possibilité qu'il devienne Wendigo. Et d'ailleurs, c'est souvent les gens qui se disent, regarde, j'ai la pulsion, je vais tuer quelqu'un, je vais manger quelqu'un, tuez-moi. Ils demandaient eux-mêmes, souvent, les gens qui commençaient à se sentir changés, à commencer à avoir des problèmes. Et quand quelqu'un commençait à dire, écoute, gars, j'ai l'impression de manger quelqu'un, moi, là, ben, il était exécuté tout de suite parce que c'était la seule solution à ce moment-là pour se protéger. Durant son interrogatoire par les policiers, Swift Runner, coureur rapide, avait dit, donnez-moi un tomahawk et je vais me tuer moi-même. Donc, oui, ça montre cette idée. C'est le fun parce qu'on a son témoignage, justement, à la fin. Il s'est complètement confié, je crois, c'est au père Kémus. Et là, il a vraiment tout révélé. Il a dit, écoute, le Wendigo, j'en rêve la nuit, il me possède, il me parle encore, c'est lui qui m'a fait faire tout ça. C'est pour ça que c'est un cas très bien documenté de réalité du Wendigo, si tu veux, le cas de coureur rapide. Là. Absolument. Dis-moi, les gens qui ont prétendu avoir vu le Wendigo, parce que ceux qui le voient ne deviennent pas tous des victimes du Wendigo. Il y a toutes sortes de récits où des gens disent avoir croisé le Wendigo. À quoi ressemble-t-il? Quelle est la description qu'ils font? C'est quoi les attributs du Wendigo? Ces cas-là sont plus un petit peu mythologiques et je te dirais discutables, alors que les individus qui deviennent possédés, ben, le sentent plus qu'ils le voient. Mais comme tel, on décrit le Wendigo, un individu qui se transforme, si tu veux, vraiment en Wendigo, comme quelqu'un qui a une espèce de carapace, qui peut, ben, ils disent qu'il se roule dans la résine, si tu veux, après ça dans le centre, ce qui fait une espèce de croûte. Il a tellement faim qu'il se mange les lèvres, se mange les doigts. L'amaigrissement. Ça, c'est déjà les yeux exorbités un peu. Il y a une transformation physique qui se fait à la longue. C'est l'individu qui est possédé ou qui se transforme en Wendigo. Habituellement, c'est ça. Mais habituellement, ils sont relativement des cas ordinaires, je te dirais. Sauf que c'est leur comportement qui interpelle. Oui, quand tu me parles du Wendigo, tu l'as évoqué un peu plus tôt. On a l'impression que autour du Wendigo, autour de la légende du Wendigo, il y a une espèce d'allégorie sur la solitude et l'isolement. Est-ce que je me trompe? Ben, le fait que ça se produise uniquement en hiver, c'est déjà, et donc chez les communautés nomades, ça veut dire que ça partait en famille, maximum 2 familles, parce qu'il faut avoir assez de gibier pour tout le monde, assez de ressources. Les gens s'isolaient dans leur campement d'hiver, ce qui est arrivé avec coureur rapide. Donc, il y a un isolement pendant l'hiver, on s'entend, là. Essayons-nous au camping d'hiver, on va tous comprendre. Donc, c'est ça, les individus sont isolés, donc tu es tout seul avec ta famille, il faut que tu trouves absolument de quoi te nourrir, ce qui n'est pas toujours évident l'hiver, parce que là, les plantes, on n'a pas tant que ça. Il faut trouver du gibier, et c'est souvent à ce moment-là que l'individu commence à se transformer, parce que le chasseur, lui, s'en va tout seul pendant un bon moment, là. Alors que la famille reste au campement. Le chasseur, lui, il est à l'affût, il attend un gibier, il attend de trouver quelque chose pour nourrir sa famille. Et c'est lui qui est la principale victime, souvent, là. Donc, l'isolement peut effectivement avoir un rôle à jouer. Parce que c'est ça, pendant l'été, évidemment, on vient tous au campement d'été, tout le monde est ensemble, parce que là, il y a des ressources pour tout le monde, fait que c'est pas trop grave. Et les gens reconnus comme Wendigo étaient acceptés pendant l'été. Si jamais c'est arrivé, il y avait des rares cas, parce que, comme je dis, ils assassinaient souvent, le plus souvent, pour le plus tôt possible pour ne pas être victime. Mais ils disaient, regarde, on t'accepte pour l'été, mais à l'automne, tu sacs ton camp et on veut pas te voir personne parce qu'on te tue automatiquement. Alors, ça, c'est arrivé une couple de fois, là. Mais effectivement, c'est pas impossible que l'isolement du chasseur pendant l'hiver, ben, tu sais, les pensées virales, t'es tout seul, t'attends, il n'y a pas de gibier qui se passe, ma famille va-tu mourir? Bref, ça peut avoir un rôle à jouer d'un point de vue psychologique, je dirais. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans un genre de leçon à apprendre en disant, voilà, si tu t'isoles, si tu t'éloignes de la communauté, tu risques éventuellement d'être la victime du Wendigo. Donc, conseil, reste plus proche de la communauté parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de leçon à tirer de cette légende du Wendigo? Non, je pense pas parce que c'était leur mode de vie. Tu sais, tout le monde faisait ça. Alors, c'est pas juste l'individu qui s'isolait avec sa famille, mais c'était des communautés nomades. Donc, c'était leur façon de vivre. Tu sais, tu peux pas dire que moi, je sais pas, le lièvre, c'est pas correct, mais tout le monde le faisait, là. Alors, je penserais pas que c'est un mode de vie, puis c'est pas tout le monde qui devenait Wendigo. On sait pas trop pourquoi certains le devenaient, c'est ça le problème aussi, là, à la source de l'histoire. Mais non, je pense pas que ça soit en cause, parce que c'est ça, c'était normal de le faire, là. OK. Abordons cette question qui fascine tant les Occidentaux par rapport à la légende du Wendigo. C'est ce qu'on a appelé la psychose du Wendigo. Oui. Donc, comment ça se présente et quels sont les symptômes, là? Parce que j'imagine que ça se fait pas, c'est un envahissement progressif.
C'est ça. Ben, c'est l'anthropologue Morton Teicher qui a étudié beaucoup de cas de Wendigo, qui le premier a parlé de psychose. Et effectivement, ça ressemble à ça. Parce que, ben, d'abord, l'individu commence à avoir une espèce de dépression. Il commence à moins bien filer. Sa famille, bon, des femmes qui ont survécu, je te dirais, à leur mari Wendigo, ont décrit que, gars, il vire en rond, il a des pensées, il parle tout seul, il se demande ce qui se passe, puis il chasse pas. Il y a du gibier. C'est ça aussi qu'il faut penser. C'est pas toujours en état de survie tant que ça. Il y en a qui ont tué leur famille, puis il y avait de la bouffe à porter, là. Alors, c'est pas un cannibalisme de survie. C'est vraiment un cannibalisme différent, là. C'est ça qui devient comme criminel, comme on parlait, là. Alors, donc c'est ça. Alors, ça s'installe petit à petit. Parfois, il y en a qui ont des hallucinations, qui disent, écoute, je vois les gens autour de moi comme du gibier. Il y en a qui ont l'air des chevreuils, mais c'est pas ça du tout, là. Et la personne le sait, mais c'est pour ça qu'elle commence à dire, regarde, je file pas, il va se passer de quoi, là. Et là, petit à petit, la fameuse pulsion du cannibalisme qui arrive, là, la personne commence, tu vois, qu'elle commence à regarder les autres d'une façon, tu sais, inquiétante, là. Et c'est ça. Ça s'installe comme ça progressivement, mais relativement rapidement. Ça prend pas des mois à devenir Wendigo. C'est des jours ou une couple de semaines, là, mais ça prend, on voit rapidement qu'il y a quelque chose qui va pas, là. Quand on regarde la pathologie de cette psychose du Wendigo, je sais que les cas sont peu nombreux, donc il y a peu de documentation à ce sujet-là, mais si on le compare, et tu l'as fait dans ton livre, et tu l'as fait dans ton document déposé à l'Université Laval, tu évoques par exemple les différentes pathologies qu'on retrouve dans le DSM, par exemple, le livre sur les symptômes cliniques des maladies mentales. Est-ce qu'on peut parler, dans le cas du Wendigo, de cette psychose du Wendigo, est-ce qu'on peut parler ou la comparer à une pathologie clairement établie selon le DSM? Si ce n'était pas du fameux cannibalisme, on pourrait. Comme je te dis, ça peut se relier à différents... Bon, regarde, la MOC. La MOC est une crise, c'est un culture bound syndrome, là, souvent de Scandinavie, des choses comme ça. C'est une crise de rage incontrôlée qui arrive d'un coup puis peut tuer n'importe qui autour. T'as d'autres endroits, bon, le Grizzly Snake Kiss, en Amérique du Sud, ils se croient possédés par des esprits puis ils peuvent justement s'en débattre, essayer de s'en défaire puis attaquer les gens autour. Si ce n'était qu'une psychose qui s'installe chez le Wendigo, ça serait pas un problème tant que ça. Tu sais, ça serait pas si intriguant non plus, mais c'est le fameux, encore une fois, le fameux cannibalisme, la pulsion qu'il ressent. Tu sais, c'est pas juste de dire, commence à avoir des hallucinations, commence à pas filer, sont dans une situation où ça va pas bien, bon, et parce que le cannibalisme, même à différents niveaux, habituellement, ils vont manger un corps décédé. Mais eux autres, ils tuent pour manger. Par après, que ce soit nécessaire ou pas. Et c'est une pulsion qui les pousse à faire ça. Comme disait Coureur rapide, garde, le Wendigo s'emparait de moi. J'ai tué mes enfants. J'avais pas aucune sensation pour mes enfants. D'ailleurs, dans la légende, on dit que le cœur de glace, autant la grande créature que l'individu qui devient Wendigo, il y a un cœur de glace. Il ne ressent plus aucun sentiment. Comme on voit chez les psychopathes, on sait qu'ils n'ont aucune empathie. Alors ça se développe chez l'individu et le cœur de glace est présent dans pratiquement tous les récits, toutes les descriptions du Wendigo. Quand c'est pas le squelette entier qui devient de glace, on charrie, mais et c'est pour ça qu'il faut, pour s'en débarrasser complètement, faut le faire brûler, faut faire brûler au moins le cœur de glace, pour être sûr qu'il ressuscitera pas, qu'il reviendra pas. Parce que dans le cas des psychopathologies, comme par exemple les gens qui sont asociaux ou encore les psychopathes, c'est souvent un héritage qu'ils ont depuis l'enfance, alors que dans le cas du Wendigo, on a l'impression que c'est une pathologie qui se développe assez rapidement. Effectivement. Ben c'est ça, parce qu'on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de description de leur passé qui aurait pu les rendre inquiétants depuis leur enfance. Ou tu sais, tout ce qu'on a, oups, c'est arrivé d'un coup, la personne, ça allait bien, une mère ou père de famille, moins de femmes que d'hommes, disons, qui sont possédés par le Wendigo. Mais à un moment donné, la personne, on commence à voir qu'elle file pas. Il y a eu des jeunes hommes aussi. Il y en a un autre qui a été décrit par le père Paul Lejeune, qui était des missionnaires. Beaucoup de missionnaires ont décrit. Des gens de la compagnie de la baie du Son, des coureurs des bois, dont on a beaucoup de témoignages là, qui renforcent la légende que les Indiens rapportaient. Les Amérindiens, pardon. Et là, effectivement, il y avait un jeune homme qui disait, je vais manger ma soeur. Tout le monde disait, ben voyons, qu'est-ce qu'il prend lui, tout ça, finalement. Et là, le père Lejeune s'est aperçu, ils ont tué le jeune homme parce qu'il savait qu'il allait finir par le faire. Mais ça s'est développé comme ça, on sait pas, il avait toujours bien été, ça allait bien avec sa sœur. Effectivement, il y a comme quelque chose qui déclenche ce comportement-là et qui le maintient au point où, effectivement, tu sais, l'individu n'en revient pas. On dit quand quelqu'un a mangé de la chair humaine en tant que Wendigo, c'est fini, et il ne reviendra pas. Les coureurs rapides, lui, quand il revenait, il y avait encore un enfant vivant qui était avec lui, un de ses garçons, et il y avait du gibier à portée de la main, puis finalement, avant de revenir à Saint-Albert, ben, il a carrément tué son jeune pour le dévorer, là.
Ouais. C'est qui confirme un petit peu ce que nous rapporte la légende à ce niveau-là. Ouais, dis-moi justement un peu pour le frisson des auditeurs, tu évoques plusieurs cas de Wendigo dans ton livre et dans ton mémoire. Parle-moi du plus célèbre de ces chasseurs de Wendigo qui lui-même devient meurtrier, ce Jack Fiddler. Oui, Jack Fiddler, effectivement, faisait partie des Suckers en Ontario, une communauté, puis était un grand chaman et reconnu comme le plus grand tueur de Wendigo. C'est-à-dire que lui, quand on sentait que quelqu'un commençait à devenir Wendigo, ben, il arrivait sur place. Remarque qu'il y en a sauvé quelques-uns. Quand on dit justement ce qui infirme la légende que si quelqu'un est Wendigo, c'est fini, il faut l'assassiner. Mais il y en a quand même tué plusieurs. Mais il y a un homme, entre autres, c'était drôle comme description parce que les gens disaient, regarde, on le sentait devenir de glace. On entendait craquer la glace dans le corps d'un homme qu'on présumait devenir Wendigo. Ils ont appelé Jack Fiddler. Et là, il est arrivé, et finalement, à force de battre l'homme, bon, donc c'est un peu violent comme moyen de résolution, là, finalement, le bonhomme, le gars est revenu, là, si on veut, tout ça. Mais en général, il finissait par tuer homme ou femme qui était Wendigo. Et à un moment donné, c'est venu aux oreilles de la GRC, la police montée de l'époque, qui ont dit, ça veut dire que s'il a réglé le cas de 14 Wendigo, ça veut dire qu'il a tué 14 personnes de lui. Donc, il a été cité à procès, en même temps que son frère Joseph. Et il était quand même relativement âgé à ce moment-là, dans la soixantaine, si ma mémoire est bonne. Et là, il a réussi à se sauver à un moment donné. Il s'est pendu dans la forêt. Il y a donc seulement Joseph qui a été traduit à procès. Et pendant le procès, il y a des gens qui, effectivement, ont témoigné. Il a tué telle personne que l'on croyait devenir Wendigo. Mais les témoignages ont effectivement appuyé en disant, écoute, on le sait que l'individu devenait un danger pour la communauté. C'était donc un mode de défense. Ce qui fait que même si Joseph a été condamné, il a pas été très, ça n'a pas été long, là. Tu sais, il a été tout simplement remis à sa communauté à un moment donné parce qu'on voulait pas trop avec les Amérindiens, mais qu'on comprenait aussi qu'au niveau de leur culture, c'était légitime, dans le fond, ce qui s'était produit, là. Ouais. Puis dans le cas de Jack Fiddler, on l'avait accusé, même s'il revendiquait l'assassinat de plusieurs Wendigo, dans le cas des minutes du procès, on l'a accusé seulement d'une victime, Washakapekwe, je crois, le nom de l'autochtone, en fait une espèce de sorcière qui disait être possédée par l'esprit d'un Wendigo, et c'est la victime sur laquelle s'est basé le procès de la GRC. C'est ça. Et si on lit la description, la personne était uniquement malade, là. On voyait qu'elle filait pas, était comme délirante un peu. Ça aurait pu être, dans le fond, une grosse fièvre, là. À mon avis, c'était pas la pire des Wendigo, là. Mais ils ont conclu rapidement, puis bon, ils ont étranglé la dame. Et effectivement, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il y en a un qui a dit, bon, ben, c'est assez, je vais aller le dire, là. Ben, c'est comme dans le cas de coureur rapide, il y a quelqu'un qui a dénoncé à un moment donné, et c'est la justice des Blancs qui s'en est mêlée parce que le tueur de Wendigo était apprécié par les communautés, là, parce que lui, il sauvait, dans le fond, les gens, là, en empêchant un criminel de sévir. Dans le fond, c'était vu comme ça, tout simplement. C'était un mode de défense. Ouais. Et ça m'amène à cette réflexion que tu fais dans ton mémoire et dans ton livre, où tu compares, en fait, ce phénomène du Wendigo, un peu par la bande, bien sûr, mais tu le compares quand même aux histoires de vampires et de loups-garous qui ont circulé en Europe. Et là aussi, des gens se sont prétendus à un moment donné. Je pense par exemple à Roma Santa, qui disait « Je suis possédé par un esprit d'un loup, je me transforme en loup-garou la nuit et je dévore des gens. » Roma Santa a été amené à un procès, il a été condamné à mort. Bon, éventuellement, la reine Isabelle est intervenue et sa peine de mort a été commuée en prison à perpétuité. Mais on parle ici d'actes de cannibalisme sous forme animalière, c'est-à-dire que lui dit « je suis possédé par un animal », c'est le loup. Dans le cas des Autochtones, on parle du Wendigo. Il y a quand même un parallèle à faire ici. Effectivement, il y a des traits communs avec effectivement ceux qui, en Europe, à ce moment-là, étaient condamnés. Puis bon, on prend le cas de Gilles Garnier, entre autres, qui effectivement, Gilles Garnier ou Gilles Grenier, les deux, me semble, ont pas mal le même nom, puis ont fait pas mal les mêmes problèmes, mais se disaient loup-garou, effectivement, puis ont tué des enfants, ont mangé des morceaux d'enfants. Il y a eu beaucoup de condamnations, même en Europe, à cette époque-là. Et par contre, d'ailleurs, c'est ça, plusieurs se sont questionnés. Est-ce que c'est tout simplement la légende du loup-garou européenne qui a été racontée aux Amérindiens ici, puis ça a été transformé en Wendigo? Mais non, parce que dès que les Européens sont arrivés ici en Amérique du Nord, les Amérindiens leur racontaient des histoires de Wendigo. Donc, l'un n'a pas influencé l'autre. Ça, c'est ce qu'il faut déterminer. La légende du loup-garou, d'ailleurs, on sait pas d'où ça vient, là, comme la légende des vampires non plus. Là, on sait d'où ça part, mais on sait pas l'origine vraiment de ces cas-là. Là. Mais c'est sûr qu'il y a un parallèle dans le comportement criminel, si on veut, des créatures mythiques. Là. Mais comme tel, le Wendigo
pas influencé par les loups-garous européens, là, ni inversement. D'ailleurs, chacun avait déjà une légende à ce niveau-là et des cas, comme tu dis, des cas réels là, qui s'étaient produits pour confirmer les histoires racontées. Là. Depuis le début de notre conversation, on évoque cette notion du cannibalisme dans les légendes du Wendigo. C'est vrai que c'est l'un des plus grands tabous qu'on retrouve dans à peu près toutes les sociétés à travers le monde, cette idée du cannibalisme. Alors, comment expliquer qu'il soit si présent dans cette légende du Wendigo? Tu parles dans ton livre et dans ton mémoire de différents types de cannibalisme, hein, le cannibalisme de survie, le cannibalisme rituel, le cannibalisme criminel. Quelle est la distinction entre ces formes d'anthropophagie et pourquoi est-ce qu'on la retrouve principalement dans la légende du Wendigo? Le cannibalisme de survie, ce sont des gens qui sont, on se rappelle l'équipe de rugby là, qui a eu un accident d'avion, puis finalement pour survivre, ils ont mangé les corps de leurs collègues décédés, si on veut. Il y a d'autres genres de cas comme ça aussi où la personne n'avait pas le choix pour survivre. C'est tout ce qui leur restait. Donc, mais comme je te disais tantôt, ils ne tuent pas personne, là, à part le cas de la méduse. Là, ça, c'est un naufrage. Bon, on a sacrifié le mousse, là, ça c'est notre histoire. Mais en général, le cannibalisme de survie, c'est que tu n'as pas trop de choix. Là. Tout ce qui te reste, c'est les corps d'un être humain à manger, c'est la chair que tu as sous la main, donc c'est ça que tu prends. Le cannibalisme criminel, c'est justement l'individu qui va tuer avec dans l'intention de manger sa victime. Le cannibalisme rituel, ça c'est selon certaines communautés où souvent on mangeait, dans le fond, l'ancêtre qui décède, par conviction que pour absorber, dans le fond, garder en soi l'individu qui est décédé, quelque chose comme ça, ou diverses autres formes de rituels, mais il n'y a pas de pulsion, là, tu sais, c'est comme ça, bon, ça fait, il y en a même qui ont relié le corps du Christ que l'on mange dans la messe catholique à une espèce de forme de cannibalisme, bon, donc c'est assez virtuel. Là. On sait que, par exemple, en Amérique centrale, chez les Aztèques, par exemple, on mangeait le cœur de notre adversaire parce qu'on bénéficiait ainsi de son propre pouvoir et de son courage. Donc là, on est vraiment dans un cannibalisme rituel. Carrément, c'est ça. Et ce qui arrive aussi, justement, c'est qu'au niveau des Amérindiens, c'était un tabou. Tu manges pas personne, là. On pouvait comprendre quelqu'un qui, effectivement, mettons, coincé dans le bois depuis 3 mois, tout ce qui reste, c'est le corps de quelqu'un de ta famille qui est décédé. Bon, écoute, tu finis par en manger pour survivre, tu reviens. Ça, on était en mesure de l'accepter sans vraiment crier au Wendigo tout de suite, là. Mais l'individu qui en mangeait plus qu'un, qui avait un comportement étrange, tu sais, il y avait quand même plusieurs symptômes que l'on reliait ensemble, là. Et c'est ça, c'était pas admis, là. Si le cannibalisme avait été admis, il y aurait moins de force dans cette légende-là, puis on aurait moins tué les individus, sans doute, qui étaient atteints, si on veut. Sauf que là, c'était un tabou. Il n'y a pas question, tu manges pas personne, là. Surtout pas quelqu'un de ta famille, là. Tu sais, à la limite, tu peux manger un adversaire, mais tu ne manges certainement pas quelqu'un de ta famille. C'était un tabou, carrément. Donc, c'est pour ça qu'aussi, le comportement a été relié à quelque chose d'excessivement mauvais, donc une possession par un démon, là, parce que c'est pas possible de comprendre ça. Oui, parce que c'est bien de le préciser, là, au moment où les hommes blancs arrivent ici, malgré toutes les légendes et tous les mythes qu'ils vont entretenir, chez les communautés autochtones, que ce soit les Hurons, les Iroquois, les Cris, il y a ce tabou-là qui s'oppose au cannibalisme. Carrément. C'est ça, exactement. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que c'était absolument pas accepté. Puis même quelqu'un qui mangeait en état de survie, on le regardait bizarrement. Là, puis c'était pas... prouve-moi que tu n'avais vraiment aucune autre option, là, parce que sinon, on n'est pas très, très fervent de ta solution. Là. Mais c'est pour ça que c'était carrément tabou. Là. Et même l'adversaire, tu ne manges pas la chair humaine. C'était pas admis dans les communautés amérindiennes. C'est pour ça que c'est encore plus inquiétant, quelqu'un qui mange sa propre famille ou quelqu'un de son entourage. Là. D'où je dirais la panique du Wendigo là, qui survenait quand on voyait quelqu'un avoir un comportement pareil. Mireille Thibault, je m'adresse à l'ethnologue. Tu introduis ça de quelle manière, cette notion du cannibalisme dans le Wendigo? Il a bien fallu qu'il y ait quelque part des éléments qui aient transformé cette légende-là au point qu'elle adhère dans son concept à ce cannibalisme. C'est ça. Tu vises justement le but de ma recherche qui se poursuit toujours, là, qui est de comprendre d'où vient cette pulsion-là. Une de mes hypothèses, moi je suis très biologique dans mes hypothèses, là, c'est une espèce d'intoxication à quelque chose, un parasitisme quelconque qui modifie le comportement de l'individu. Reste à trouver lequel, reste à trouver la source. Pourquoi ces individus-là en particulier ont été contaminés, dirais-je, là? Parce que moi, personnellement, qu'un démon prenne possession, c'est pas tant mon hypothèse, là, mais il y a
manifestement une distinction de comportement qui s'installe que l'individu n'a jamais eu, parce que c'est pas leur première partie de chasse en hiver, là. Mais à un moment donné, il se passe quelque chose qui est différent, qui fait que l'individu a quelque chose qui l'affecte, quelque chose qui transforme là. Et on en revient toujours au fait que, une crise de rage, à la limite, ça se comprend, une psychose, ça se comprend, mais la pulsion du cannibalisme, elle, ne se comprend pas. Qu'est-ce qui a poussé à ça? Et ça correspond un peu la façon dont il décrit ça aussi. Cette fameuse pulsion, gars, je peux pas m'en empêcher, je vais manger quelqu'un, correspond à ce que nous ont raconté d'autres, des criminels ordinaires, mais qui sont devenus cannibales, là. Issei Saigawa, entre autres, un Japonais, qui était aux études en France et qui a tué une collègue d'études comme ça, puis il a mangé des morceaux, puis depuis qu'il était petit, lui, ça le travaillait un peu, il goûtait à quelqu'un et tout ça, puis il y avait cette pulsion-là de manger quelqu'un, et ce que développe le Wendigo, c'est ça, c'est la pulsion des criminels cannibales que l'on retrouve partout dans la criminologie, partout, il faut s'entendre, ils ne sont pas si nombreux, mais que l'on retrouve dans la criminologie ordinaire. Donc, qu'est-ce qui déclenche ça? C'est ça, et c'est ça le côté fascinant de l'histoire, et c'est ça que je cherche toujours, le déclenchement. Ouais, parce que dans des cas plus récents, si on se réfère à une criminologie moderne, on a quelques cas, Jeffrey Dahmer, Albert Fish et autres, qui se sont adonnés à des actes de cannibalisme. Et là, on connaît la psychologie de l'assassin. On sait que ce sont des gens qui avaient un lourd passé de problèmes psychologiques et psychiatriques, ce qui n'est pas forcément le cas dans... Albert Fish, oui, il y avait un problème. Jeffrey, à la limite, était relativement ordinaire comme gars, là. C'est pas quelqu'un qui démontrait des graves troubles psychiatriques tant que ça. Un cas intéressant, par exemple, qui me semblait correspondre à pas mal le développement du Wendigo, c'est Vince Lee. Je sais pas si tu te rappelles de l'autobus Greyhound. Oui, absolument. Ça fait quelques années, c'est ça. L'homme est d'origine chinoise. Et là, c'est ça, à un moment donné, pour faire secours, là, il prend l'autobus voyageur Greyhound et pendant le trajet, s'attaque à Timothy McLean, un jeune homme qui était tout simplement assis à côté de lui. Il va le poignarder à de nombreuses reprises. Les gens évacuent l'autobus parce qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, c'est la panique. Et pendant qu'on l'enferme dans l'autobus en attendant les secours, il va décapiter l'individu et il va manger des morceaux de la personne. Et la première chose qu'il va dire, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, que dit l'individu atteint de Wendigo, c'est « tuez-moi » quand les policiers vont l'attraper. Et même lui n'a jamais été capable. Et ça s'est développé relativement récemment. Lui aussi a commencé à, dans le fond, avoir les mêmes problèmes qu'un Wendigo. Il commençait à se parler tout seul. Il entendait des voix lui aussi. Bref, une psychose s'est développée lui aussi. Et lui, dans sa folie, disait que Timothy McLean était quelqu'un qui... soit qui était un extraterrestre, soit qui allait provoquer une invasion extraterrestre, tout ça. Mais c'est vrai que dans le cas de Vince Lee, on sait que le bonhomme a raconté qu'il recevait des messages des extraterrestres. Il disait que les extraterrestres lui parlaient. C'est ça, la psychose est évidente, effectivement, dans son cas. Quoiqu'encore là, lui, tu vois, dans le fond, le problème reste le même. Pourquoi le cannibalisme? Pourquoi il est allé manger des morceaux de sa victime, alors qu'il était coincé dans un autobus voyageur? S'il n'a pas traîné sa victime quelque part pour la manger, lui aussi, la pulsion du cannibalisme, ça reste un mystère dans le fond dans son cas. Non? Ça correspond au Wendigo. On en revient toujours au fameux cannibalisme qui est l'énigme à résoudre dans le fond dans toute cette histoire-là. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, je comprends que pour les psychologues, les ethnologues, cet élément de cannibalisme demeure un élément excessivement intriguant dans les légendes du Wendigo. Effectivement. C'est ça. Et d'après moi, dans ces légendes-là, on a des réponses quelque part. Mais il faut les trouver. Tu sais, est-ce qu'ils nous ont laissé des indications sur ce que mangeait le Wendigo? Parce qu'il était question justement que ça mange de la mousse, des champignons, outre la chair humaine, dirais-je, de l'écorce. Est-ce qu'il y a un indice là-dedans d'un parasite X, d'une façon... Parce que tu vois, il y a entre autres la tripe de roche, qui est une sorte de lichen, et qui était mangée encore en dernier recours, si tu veux, parce qu'elle est disponible constamment à l'année. Et les Inuits disaient que si tu en manges régulièrement, il y a une pathologie qui se développe. Quelle pathologie? C'est ça que j'essaie de savoir. Les personnes ne semblaient pouvoir aller beaucoup plus loin là-dedans. Mais j'ai l'impression, moi, que justement, dans les légendes, en compilant les légendes, on pourrait avoir une réponse intéressante sur le cannibalisme criminel, entre autres. Là. C'est pour ça que je poursuis mes recherches à ce niveau-là, pour essayer de comprendre. Oui. Si on revient vers une espèce de culture populaire, je sais que les amateurs de phénomènes mystérieux, étranges et paranormaux ont une tendance à associer, à épurer le mythe du Wendigo et à l'associer à des créatures, des cryptides, comme ils appellent, par exemple le Sasquatch, le Bigfoot. Là, pourtant, on est dans deux univers tout à fait différents.
C'est ça. Il y a quelques années, avant d'étudier vraiment le Wendigo, j'aurais pu suivre cette idée-là. Mais non, quand on commence à regarder vraiment la légende de cette créature-là, ça a vraiment aucun rapport. Là. Les descriptions ne correspondent pas vraiment. Là. Ouais. Et on a toujours l'impression, quand on regarde la littérature, que les cas de Wendigo, à tout le moins ceux qui ont été très popularisés, sont des cas qui remontent à quelques décennies. Est-ce qu'on a toujours aujourd'hui des cas récents de possession par le Wendigo? Ben, en fait, dans l'Ouest canadien, dans les années 50 et même dans les années 80, il y a eu une panique au Wendigo dans certaines communautés amérindiennes. C'est difficile d'en savoir plus, mais les Amérindiens quittaient carrément leur village. Même au point de vue économique, ça a créé un problème. Là. Puis après ça, ils sont venus quand la panique a été passée. Mais évidemment, c'est beaucoup moins présent. Donc, les modes de vie ont changé aussi. On s'entend qu'il n'y a plus personne qui s'en va en campement d'hiver maintenant là, avec sa famille. Donc, ça doit être quelque chose au niveau du mode de vie de l'époque qui donnerait la réponse à ce qui s'est produit à ce moment-là. La légende du Wendigo reste effectivement plus dans les mémoires que dans l'actualité. Mais il n'empêche, quand le cas de Vince Lee a été connu, il y a, je pense que c'est un historien là, de l'Ouest canadien qui avait des notions de Wendigo justement, puis il a même été interrogé parce qu'on trouvait que ça correspondait à la légende pile. Donc c'est encore présent, mais les cas sont effectivement beaucoup moins actuels, là, c'est sûr. Dans l'histoire de ce voisinage entre la culture blanche et les Amérindiens, on le sait qu'il y a beaucoup de coureurs des bois qui qui ont vécu avec les Amérindiens, qu'ils ont adopté leur mode de vie, ils ont vécu avec eux, et ils mangeaient la même chose qu'eux. Est-ce qu'on a des cas d'hommes blancs qui auraient été possédés par un Wendigo? Ça, c'est un aspect extrêmement intéressant, c'est qu'il n'y a aucun blanc qui a été décrit comme étant Wendigo. Ce ne sont que des Amérindiens. De ces cultures-là, encore là, comme tu disais, les cultures sédentaires n'avaient pas cet aspect-là. Et effectivement, les Blancs adoptaient carrément autant certains ont adopté les religions amérindiennes, autant que leur mode de vie traditionnel. Ils ont même épousé des femmes amérindiennes et vraiment ont vécu pareil. Je n'ai aucun blanc. Moi, j'ai réussi à trouver absolument aucun homme blanc possédé par le Wendigo. Ça peut être intéressant d'avoir une sensibilité d'un point de vue plus que culturel, mais biologique, si on veut, de ces communautés-là aussi à quelque chose là, qu'on ignore encore, qui pourrait déclencher un tel phénomène. Oui. Et comme on n'a pas beaucoup non plus d'Autochtones ou d'Amérindiens qui ont été possédés par le diable. Effectivement. Pour eux autres, c'est ça. La possession du diable, ça devait être un démon quelconque, effectivement, dans leur religion, là, jusqu'à temps qu'ils soient plus adoptés par la religion catholique qui leur a enseigné que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un démon catholique, là. Mais à l'époque, ça devait être effectivement plus de leur propre religion à eux, là, qui avait une infinité d'esprits, dans le fond, qui contrôlaient autant le vent que tout le reste, là. Alors, c'est ça. Mireille Thibault, ce fut fascinant cette conversation qu'on a eue sur le Wendigo. Puis ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure parce que encore récemment, j'ai vu à la télévision une émission, un pseudo-documentaire pas très sérieux et là on nous disait, en fait on donnait une existence physique au Wendigo. Il était devenu comme un pendant du Chupacabra et là les gens disaient faites attention si vous allez dans le bois, vous allez peut-être vous faire dévorer par le Wendigo. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de dossiers policiers où les enquêteurs ont dit tiens voilà notre victime a été dévorée par un Wendigo. Il y a au Québec il y a la légende du braillard là, qui était connue entre autres dans le coin de Trois-Rivières et tout le reste, qui était une espèce de créature avec un panache là, qu'on entendait crier de loin puis qui pouvait être dangereux pour les chasseurs, les trappeurs, tout ça. Et certains lui ont donné le nom de Wendigo là. Mais vraiment, si on regarde ce qui était vraiment comporté par les communautés, vraiment concernées par la légende du Wendigo, c'est complètement à part. Là. C'est vraiment pas... Mais ça peut être un aspect qui est plus drôle à propager, dans le fond, si tu veux, que la vérité, dans le fond. Ouais. C'est pas, quand on regarde comme il faut la légende, ça n'a rien à voir. Dans le milieu du paranormal, on aime bien récupérer toutes sortes de légendes, les épurer un peu de leurs éléments ethnologiques ou anthropologiques pour en faire en fait une version plus blanche, plus occidentale. C'est ça. On fait des créatures intéressantes, là, si on veut, mais
des fois, il faut fouiller un peu plus pour connaître un peu plus, effectivement, une légende ou une créature quelconque. Tu sais, comme le chupacabras, dans le fond, il a donné beaucoup de... Mon Dieu, des fois, il marche debout, des fois, il est bon. Mais quand tu regardes un petit peu plus le départ de tout ça, c'est complètement autre chose, là. Comme la plupart des créatures, d'ailleurs, quand on se met à fouiller comme du monde, on se rend compte, OK, c'est pas exactement ce qu'on nous décrit, là. Fait que... Ouais, c'est... Pas ça vaut la peine. Ouais, 20 ans avant que le chupacabra fasse son apparition sur l'île de Porto Rico, on avait été aux prises avec des animaux qui avaient été exsangués. Et à ce moment-là, on appelait ça le vampire de Mocha, qui va devenir 20 ans plus tard le chupacabra. Puis aujourd'hui, le chupacabra qui ressemblait à une espèce de gargouille, maintenant, il est réduit à une espèce de chien sans poil qu'on retrouve dans le sud du Texas. Oui, il est devenu bien des choses, hein, le chupacabra. On avait des coyotes avec la teigne, c'est devenu des chupacabras, à peu près de tout, là. Alors qu'au début, c'était vraiment pas le genre de chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une perte de la légende, si on veut, quand tu commences à l'adapter à n'importe quoi, là. Alors, revenons aux origines. Les origines d'ici, le Wendigo, c'est les Amérindiens. Je veux pas. Mais, Mireille, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous éclairer sur la légende du Wendigo. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler bientôt pour un autre sujet fascinant, parce que tu as écrit sur plein de sujets fascinants qui vont des maisons hantées à la possession diabolique, comme tu dis. Et je sais que récemment, tu as publié aussi un ouvrage sur les tueurs en série. Donc, on a beaucoup de points en commun et je pense qu'on pourra avoir encore des heures de discussion. Ben, il n'y a pas de problème, ça m'a fait plaisir. Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée à toi. OK, salut. Radio X Files. Radio X. Énormément de réactions, mon cher Christian, sur la légende du Wendigo ainsi que l'entrevue que tu as fait. Ouais, c'est particulier, hein. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des rapports avec une certaine montagne dans le secteur des Laurentides ou encore une chute qu'on a ici dans la grande région de Québec, les chutes Wendigo. Oui. Ouais, c'est particulier. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est une légende qui a beaucoup fait. On comprend quand les premiers Européens sont arrivés ici, ont été confrontés à cette légende du Wendigo. Évidemment, ça l'a fait, je dirais pas fantasmer, mais ça a marqué un espèce d'imaginaire. Et on continue aujourd'hui d'en parler. C'est vrai, comme le soulignait Mireille, qu'on a moins de cas aujourd'hui de Wendigo qu'on en a eu autrefois dans le passé. Parce que quand on fréquentait les communautés autochtones, les phénomènes de Wendigo étaient, somme toute, je ne dirais pas dire quotidien, mais c'était quand même des trucs qu'on voyait à l'occasion. Et aujourd'hui, évidemment, cette vie de nomade, telle qu'on la retrouvait là, au 17e, 18e ou 19e siècle, elle a un peu changé. Donc, les Autochtones ne participent plus à ce genre, n'ont plus ce canevas de vie. Et effectivement, avec ça, on a vu disparaître presque en totalité les cas de Wendigo. Mais c'est quand même quelque chose qui reste fascinant. Puis je suis content de l'avoir fait ce soir parce que ça permettait, pour moi, je trouve toujours ça un peu déplaisant de voir qu'on s'approprie quelque chose, mais qu'on le transforme pour autre chose. Et dans le cas du Wendigo, je l'avoue, Yannick, quand j'ai vu cette émission là paranormale sur le vif, puis j'ai vu ces quelques idiots nous parler du Wendigo, j'ai été choqué d'entendre ça. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens raconter des trucs comme ça. Il faut remettre les pendules à l'heure. Je veux bien, je suis pour une espèce de paranormal populaire. Et c'est le fun de se faire des peurs de temps en temps. Puis c'est le fun. Je voudrais bien croire aux fantômes, je voudrais bien croire aux loups-garous, aux vampires. Mais entre parler de ça autour du feu et de raconter n'importe quel bobard, on a comme une espèce de... Quand on te donne un micro ou quand on te met devant une caméra, tu as quand même une espèce de mandat, une responsabilité pour essayer d'informer les gens qui t'écoutent. Ouais, tu dois divertir d'abord et avant tout, parce que sinon tu gagneras pas bien ta vie, mais de deux, tu as un mandat d'éduquer et pas de tromper tes auditeurs. Voilà, et c'est exactement ce que je m'en allais te dire, c'est que je comprends qu'on doit divertir, mais je pense qu'on peut faire du bon divertissement tout en ayant à cœur de bien informer les gens. Puis je pense que c'est ce qu'on essaie de faire ici à Radio X chaque semaine. On essaie de divertir les gens, puis on essaie en même temps d'apporter une information qualitative. On n'a peut-être pas toujours raison, on peut parfois se planter, on peut dire des choses qui finalement seront dans 5 ans ou dans 10 ans, seront peut-être complètement contredites, mais on essaie de le faire avec le meilleur de nos connaissances et en fonction de ce que l'on sait actuellement, mais en essayant de décanter honnêtement l'information. Ça, j'avoue que ça m'avait un peu choqué. Puis je dis, bon, ben là, écoute, je vais faire un truc sur le Wendigo, puis je pense que en tout cas, j'ose espérer que les gens ont apprécié notre présentation.
Ouais. Puis j'ai eu un petit choc quand la dame avec qui tu parlais a mentionné que les gens deviennent cannibales, pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de nourriture aux alentours. Voilà, c'est un des phénomènes étranges avec le Wendigo, c'est-à-dire que on en a parlé, ce cannibalisme de survie. Elle a évoqué l'histoire là, de dans les années 70, cet avion s'était écrasé dans la cordillère des Andes là, qui transportait une équipe de rugby. Et là, dans ce cas-là, on comprend qu'ils ont été forcés de manger certains passagers qui étaient décédés lors de l'accident d'avion. Et dans d'autres cas, il y a une espèce de rituel où on va, comme chez les Aztèques, manger le cœur d'un adversaire pour bénéficier de son courage. Mais dans le cas du Wendigo, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. On aurait pu croire, par exemple, dans l'histoire de coureurs rapides, lorsqu'il dit « Je suis dans mon campement, c'est la famine, on est en train de mourir de faim. Finalement, je tue mes enfants pour manger leur chair. » On pourrait toujours à ce moment-là imaginer, se dire « Ouais, ben peut-être que là, il était un peu comme forcé. » Mais quand on regarde la suite du récit, c'est pas ça qui se produit. Il dit « J'ai gardé mon autre fils, puis je l'ai forcé à manger finalement des morceaux de sa mère et de ses sœurs. » Et ensuite, lorsqu'il revient vers le village, il dit « Ben voilà, j'ai été pris soudainement. » Et là, il dit hein, l'été revenait, il y avait du gibier en abondance, mais néanmoins, j'ai été pris par une espèce de folie meurtrière. J'ai tué mon fils. Ah. Et là, ce qui est surprenant dans ce discours-là, on pourrait dire, oui, mais il a voulu faire disparaître, parce qu'il le dit aussi dans sa déclaration, il dit, c'était le seul témoin de mes actes abominables. C'est vrai, mais ça ne l'obligeait pas à le manger, tu comprends? Puisque du gibier, il y en a. Donc, s'il avait voulu simplement se débarrasser d'un témoin gênant, il aurait pu tuer son fils et s'arrêter là, c'est-à-dire l'enterrer, faire disparaître son corps, mais c'est pas ça qu'il fait. Rien ne le force à ce moment-là à dévorer le corps de son enfant, mais c'est quand même ce qu'il va faire. Et ça, évidemment, ça dépasse l'entendement. ChristianPage.ca, je te souhaite de passer une excellente fin de semaine et on se rejase vendredi prochain pour un autre Radio X-Files ainsi qu'aux auditeurs. À toi aussi, bon week-end à tous. Bye bye. Radio X-Files. Radio